Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui nous partons en randonnée dans les Carpates pour sortir le comte Dracula de sa solitude mortifère en traitant du film Nosferatu, le fantôme de la nuit réalisé par Werner Herzog, sorti en 1979 avec à l'affiche Klaus Kinski, Isabelle Adjani et Bruno Ganz, est disponible actuellement en VOD sur Canal VOD et Amazon Prime Video. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour dans les ruelles étroites de Gotham avec notre guide Robert, en parlant du film The Batman sorti en salle le 2 mars dernier, réalisé par Matt Reeves. Bon, c'est ça, hein? Matt Reeves, toujours du mal avec les noms américains. Ensuite, nous allons faire le voyage dans le temps le plus ennuyeux possible en traitant du film Adam à travers le temps ou Adam's Project, réalisé par Sean Levy avec Ryan Reynolds et Jennifer Garner. Et nous terminons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour rendre cet épisode le plus glamour possible, j'ai la chance d'être accompagné par les 3 plus sexy des cinéphiles. J'ai nommé Éléonore, Julien et Mathieu. Bonjour à vous. Au moins. Salut. Ça va? Oui. Salut. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Comment tu vas? Bien et toi? Tu as quelque chose à me dire? Oui, je te remercie parce que je savais que j'étais sexy, mais maintenant, en plus, c'est confirmé auprès de tous nos auditeurs. Voilà, c'est ça. Et en plus, maintenant, faut dire à tout le monde que Mathieu a recommencé à faire de la muscu. Il soulève des poids, des haltères, et puis il nous a montré ses beaux muscles. Enfin, en dessous, il a pas enlevé son sweatshirt, mais il était presque, à enlever son... Vas-y, montre, vas-y. Montre. Second. Waouh! Excellent. Bon, Mathieu, allez, on commence. Tu voulais nous dire quelque chose avant de commencer? Ah bah non, je pense que t'as tout dit. Ouais. L'émission commence très bien. Ouais, je sais. Non, en fait, alors, petit avant-propos. Pourquoi on a choisi de parler de ce film-là? Donc, la version de Nosferatu réalisée par Werner Herzog, et non pas du film matriciel qui est sorti en 1922 par Friedrich Murnau. Et donc qui est le classique, et surtout que vous n'êtes pas sans savoir, amis cinéphiles, que ça fait 100 ans qu'il est sorti, puisqu'il est sorti à Berlin le 5 mars 1922. Ça nous permet en fait, en parlant du film de Herzog, de digresser bien sûr sur la figure vampirique, donc Dracula, et puis tous les espèces d'ersatz qu'il y a eu, mais aussi parler de ce duo qui est quand même assez détonnant, qui est Klaus Kinski et Werner Herzog. Werner Herzog, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore depuis qu'on fait notre émission, alors que c'était un cinéaste majeur, et du cinéma allemand, du nouveau cinéma allemand des années 70, et Klaus Kinski, on l'avait rapidement évoqué quand on avait parlé du western italien. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi bien de digresser sur les récits vampiriques, au cinéma, en littérature, mais aussi de parler, bien sûr, du cinéma allemand. Ok. Eh ben, moi, je vais faire le pitch de Nosferatu. Vas-y. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, Jonathan Harper, joué par Bruno Ganz, qui part en Transylvanie, pour négocier la vente d'une maison avec le comte Dracula. Voilà pour le pitch. Après, il faut développer l'histoire. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Écoute, moi je vais t'avouer quand même que moi j'ai regardé le Murnau, moi. Je me suis concentré sur Murnau. Ah, tu as vu la bien version, fait. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est C'est pour ça que tu rigolais. Mais oui, parce que quand t'as dit Herzog, je dis mais non, pas Herzog, Murnau. C'est qui ce Herzog? D'accord, bon c'est pas grave, mais ce qui se passe de toute façon, c'est que c'est une adaptation à l'origine, c'est une adaptation donc de l'œuvre de Bram Stoker et donc c'est l'histoire de Dracula finalement, ils l'ont appelé autrement à l'origine. Des histoires de droit. Ouais. Ouais. En fait, comte Orlok, je crois. c'est le comte Orlok. Il a changé les noms, ouais. Mais bon, Ouais. ça va suffire.
Non, en fait, c'est Florence Stoker qui est l'héritière de l'œuvre de Bram Stoker, qui a tout fait pour empêcher la production, en fait, la diffusion du film de Murnau. Murnau avait pris les devants, effectivement, en changeant le titre, donc il l'a appelé Nosferatu, et en changeant le nom des personnages principaux, voilà. des villes, de trois trucs. Exactement, au lieu que ça se passe à Londres, ça se passe en Allemagne. Voilà, il a changé plein de choses. Ça n'a pas suffi. Parce que en faisant ça, il voulait s'affranchir de payer les droits d'auteur. Donc Florence Stoker, pendant des années, elle lui a foutu la pression. Hein. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, elle a quand même réussi à faire détruire des bandes, à faire plein de choses. Ouais, si ouais. le film a survécu, c'est parce que des mecs ont planqué. C'est ça. En On fait, planquait les gars, les versions, ils quoi. avaient des bandes sous le manteau et il les filait aux copains. Donc c'est pour ça qu'on a pu retrouver des traces d'année en année dans d'autres cinémas, dans d'autres salles de cinéma de ce film. Mais oui, l'exploitation a été très compliquée. Elle a uniquement donné les droits pour la version qu'on connaît, on va dire la version la plus populaire de l'archétypal même du vampire, c'est pour l'adaptation théâtrale. D'accord. Donc il y a eu au théâtre, il y a eu, alors je sais plus, je crois que ça a commencé en 1924, qu'il y a eu cette production théâtrale, où d'ailleurs en 27 le rôle de Dracula va être interprété par Bela Lugosi, qui reprendra son rôle pour le film de Todd Browning. C'est cette figure-là que nous on connaît, le vampire avec la cape, les cheveux gominés en arrière, alors que dans Nosferatu, on est plus proche de la bête. Ah ouais, il y a quelque Ouais, chose c'est de clair. cadavre qui marche en fait. Ouais, il y a quelque chose effectivement. Cadavérique avec les dents, c'est quoi, des dents de lapin, hein? Bah en fait, il a oui, les dents, Ouais, c'est pas deux les dents de lapin. deux canines. Et Comme il on se coupe voit. pas les ongles. Mais c'est bon, non, c'est sûr. Voilà, au niveau des ongles, il y a un problème. Ouais, pour se gratter le nez, c'est chaud. Mais Non mais en fait, il faut On dirait, juste se rappeler- tu sais ce qu'on dirait? Une influenceuse qui, avec son téléphone, qui essaye de, tu sais, qui ont les ongles super longs ah ouais. et qui j'ai peuvent beaucoup de pas, respect pour les gens qui font ça. qui ouais. peuvent pas, ouais, moi je sais pas comment elles font. Ouais, voilà, tu peux revenir à Bah du coup, l'essentiel. je vais juste revenir sur Bram Stoker, qui était dans son genre aussi un influenceur. Parce que Bram, Ah, il rebondit bien. bien sûr, parce que Bram Stoker vient du théâtre et il était directeur de théâtre. Il a travaillé bien sûr avec le comédien Henry Irving, dont il était un petit peu amoureux, on suppose, et il s'est inspiré aussi de ce personnage-là pour Dracula. On parlera probablement de Vlad Tepes, mais en fait, quand il fait, tu parlais des dents de lapin, dans le roman de Bram Stoker, effectivement, ce sont pas des canines. Il faut déjà se rendre compte que le personnage qu'on a dans le roman, c'est pas le personnage que nous on connaît. Le personnage blafard, il ressemble à une bête, mais il a aussi les traits de Vlad Tepes. Il a une grosse moustache, il a ses sourcils broussailleux qui se rejoignent par le milieu. Il y a le chien. Emmanuel Chin, exactement. C'est Tu ça. nous écoutes. Et il est pas du tout palo. Et en fait, on le décrit même, il est parce qu'il a le visage gorgé de sang, donc il est même plutôt rougeau brun en fait. Il a une Et- grande moustache dans le roman de Bram Stoker. Bah ouais, comme Vlad Ok. Tepes en fait. En fait, Ok. c'est vraiment il a les traits de Vlad l'Empaleur. Tout à fait. Qui avait le château est encore visitable, hein, il existe encore, il est à Brașov, pas très loin de Brașov en Roumanie, je crois. Ouais, c'est ça. Et il est très beau, je l'ai vu. Bah pour les Roumains, alors bon, En photo, voilà, on digresse déjà sur les vampires, mais c'est vrai que pour les Roumains, l'association Vlad Ils étaient pas très contents. et Dracula, c'est quelque chose que eux n'acceptent pas parce que Vlad, c'est un personnage important dans l'histoire de la Roumanie, puisqu'on les combats, on le sait, contre les Ottomans, c'est un personnage très très important. Il était pas beaucoup là-bas, dans Oui. le château apparemment. Il a pas vécu dans le château. C'est Après, pas le château de Vlad. Alors rapidement, Vlad, donc lui c'est Vlad III. Vlad Tepes, il s'appelle Tepes parce que ça veut dire C'était l'empaleur. l'empereur. Voilà. Son papa, Vlad II, c'est lui qu'on appelle Le dégommeur. Non, Dracul. Dracul, ça veut dire dragon. Donc dragon, c'est le diable. Ok. Lui, c'est Dracula, c'est le fils de Dracul. Ok. Et effectivement, que l'été gamin, ça va être compliqué. Je le savais. Parce que il faut savoir que Mike, hier soir, a fêté son anniversaire. Je crois qu'il a encore un peu d'alcool dans le sang. Pas du tout. Et donc, du coup, il y aura de la vanne. Il y aura de la vanne. Moi, je vais pas rebondir parce que moi, j'ai un fil conducteur. Donc, fais pas yesh. Mais Ok. du coup, Nosferatu, ça vient du grec aussi, non, je crois. Hein. C'est Nosferatu, en fait. Ouais, c'est le nom mort. En fait, Ou qui se transmet la peste, non, c'est pas un truc. ouais, bah en fait la peste par allégorie c'est la mort quoi, Oui. en fait qui transmet. Mais en fait on dit Nosferatu parce que c'est le Nosferatu, c'est le Mm. non mort en fait. Mais oui, on le voit dans le film de Herzog. On parlera un petit peu comme du film de Herzog. Au début, je fais un clin d'œil à Jules parce que au début quand le film débute, on voit en fait ces momies. Ces Ah momies. ouais, Voilà. ce travelling est ouf, hein. Il est quand même assez dingue. Alors Mm. ça c'est un truc qu'il a intégré dans le film a posteriori, hein, si j'ai bien compris, parce que ce sont des momies donc D'Amérique du Sud, je crois. Mexicaine, non? mais du Ouais. Mexique. Ouais, c'est à peu C'est près en- la même chose. Ouais, mais soyons précis. Ah, au niveau de la géographie, on va être Amérique pointu du une fois de Sud, plus. je veux dire, c'est vaste. Ouais, là, bon, en l'occurrence, c'est le Mexique.
Là, je dis ça de tête, parce que je me souviens plus très bien. Je crois que c'est en 1833. C'est suite au choléra, et donc ils ont momifié ces gens-là. C'était dans un musée. L'ami Herzog, lui, il a vu ça, il était estomaqué. Il s'est dit, ce serait rigolo. J'ai qu'à prendre les momies. Ça coûte pas cher. Bah voilà, je les place les unes à côté des autres. Je filme ça donne une ambiance macabre. Et effectivement, elles sont mortes du choléra. On peut faire le lien avec la peste, parce que le sujet du vampirisme, c'est aussi ça. C'est la transmission des maladies. On l'a vu par la suite, avec les années 80 avec le sida, on a aussi beaucoup parlé du vampirisme. Aujourd'hui encore, fait... À l'époque aussi où ça se fait, on sort de grosses épidémies. Enfin, c'est quelque chose qui décime le monde quand ça arrive à chaque fois. La grosso merdo, la peste. Enfin, c'est comme ça que lui, que ce soit dans le film de Murnau ou dans le film de Nosferatu, dans le film de Werner, pardon, quand il débarque, il traîne avec lui la peste. La peste, elle arrive. Ouais. Puis il y a toujours ces transformations, les liens avec les animaux, quand ils soit en loup ou en rat ou en chauve-souris, évidemment. Chauve-souris. Et oui, c'est la métaphore de la maladie, de la peste. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le film de Murnau, quand il débarque à Londres, tu vois, je dis déjà Londres. Ouais. Non, en Allemagne, c'est où? Je sais plus le nom de la ville. Brême. Non. Wismar. Wismar, ouais, je crois que c'est Wismar. Ouais, il l'appelle. Ouais, c'est ça, Wismar. Ouais, c'est ça. Quand il débarque à Wismar, il est sur un navire qui s'appelle Wisborg, pardon. Hein? Wisborg. Wisborg. Il l'appelle Wisborg dans le truc, mais la ville qui a été utilisée pour filmer, effectivement, c'est celle-ci. Okay. D'ailleurs, c'est un peu un marqueur témoin le film qu'il a fait finalement, parce que la ville a été c'est anecdotique, mais elle a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Du coup, si tu veux voir à quoi ça ressemblait, faut regarder ce film-là. Bah, c'est ça. Effectivement, comme tu dis, quand il arrive sur un bateau. Les cercueils sont remplis de terre et de rats aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive sur un bateau qui s'appelle l'Empusa. Empusa, c'est le nom d'une succube en fait, des femelles démons en fait, et qui tue les voyageurs, qui les vide de leur sang. Donc lui, quand il vient, métaphoriquement déjà, il symbolise le pourvoyeur de mort. À la différence du roman de Bram Stoker, le bateau s'appelle Déméter. Pareil, dans la mythologie grecque, Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et de la fertilité. Donc chez Bram Stoker, et c'est pour ça qu'on le verra aussi par rapport à Murnau, la différence c'est que Bram Stoker, il décrit un personnage qui prend la vie, tu vois, en suçant le sang, mais qui peut donner l'immortalité. Donc il n'est pas que pourvoyeur de mort, il est aussi il est pas pourvoyeur de vie. Bah oui, de vie éternelle en fait, de vie éternelle, ce qui sera aussi son malheur. Alors que chez Murnau, non, parce que à la fin du film de Murnau, à la différence de celui de Herzog, il n'y a pas de filiation, on ne transmet pas en fait la vie éternelle. Il n'y a pas de réincarnation, oui. Exactement. Ouais, tout à fait, mais il y a quand même toujours aussi même s'il n'est pas porteur vraiment, parce qu'effectivement il est porteur de mort plus qu'autre chose, mais il est très animé par un sentiment d'amour et d'attirance, tu vois ce que je veux dire. Dracula d'ailleurs, dans tout ce qui a été décliné par la suite, il y a aussi un côté romantique, ouais. Très romantique, ouais. Ah ouais. Alors que ce qui est marrant, c'est que la première raison pour laquelle en fait Dracula veut venir à Londres par exemple ou en Allemagne, c'est pour ça que sur la partie allemande c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque quand il veut aller à Londres, l'idée première, c'est pas de rencontrer Mina et de la séduire. Il n'y a pas encore cette volonté à ce moment-là. C'est qu'il veut conquérir le monde. Et à cette époque-là, quand on est vraiment au début du 19e siècle, s'il veut conquérir le monde, il faut passer par Londres ou éventuellement par Paris. Ouais. Donc c'est pour ça, il y a plus ce sens-là, en fait. C'est pas véritablement évoqué, que ce soit chez Murnau ou chez Herzog. Mais il y a tout cet aspect romantique qui est, enfin, de toute façon, le romantisme transpire aussi bien dans le film de Murnau que dans celui d'Herzog, par les représentations picturales. Je sais pas si vous voulez parler, c'est des tableaux, c'est de Caspar David Friedrich. Oui. Il y a la musique de Wagner. Enfin, je trouve que je le ressens quand même plus dans celui d'Herzog que dans celui de Murnau. Oui, clairement, c'est vrai. C'est vrai, tu trouves? Ouais, je trouve. Après, je sais pas, c'est peut-être la manière de filmer, le fait que ce soit aussi peut-être en couleur, les costumes sont un peu plus, c'est quoi, c'est 19e à peu près? La période du romantisme? Ce qu'a voulu, la période qu'a voulu transmettre. Oui, on est quoi, 1830, 1840, un truc comme ça. Je crois dans les années 1840. Mais le romantisme, alors on le voit très sincèrement, il y a quand même un plan qui est quand même hyper évocateur dans le film de Murnau. C'est quand, alors pareil, elle s'appelle pas Mina, comme ils ont changé les noms, mais moi je dirais toujours souvent Mina. Mais
la compagne en fait, on va dire, de Jonathan Harker, son amoureuse, elle se retrouve sur la plage, sur un banc, au milieu des croix. Là, ça évoque. Hélène. Voilà, Hélène, c'est ça chez Murnau. Et ce qui est bête, bon, on en parlera après chez Herzog. Elle s'appelle Lucie. Lucie, oui. Mais on expliquera aussi pourquoi elle s'appelle Lucie. Mais et du coup, cette représentation-là, on est vraiment dans le romantisme allemand du personnage qui observe et qui est observé par le spectateur, qui est en attente et qui est en même temps cette mélancolie, tu vois, qui surnage, qui rappelle c'est sa solitude et en même temps être immergé dans un naturalisme fantastique. Il y a la plage devant nous, il y a la mer, il y a des croix autour de nous. C'est complètement improbable. J'allais dire, c'est totalement, il y a pas de, pas un cimetière à cet endroit-là. Bien sûr. Mais ça évoque des tableaux de Friedrich. Et cette représentation-là, on la retrouve à nouveau dans le film de Herzog avec le personnage de Isabella Gianni. Pareil, de dos. Je trouve la scène est quand même aussi magnifique. Ouais. Et là, on est dans le romantisme allemand le plus pur, quoi. Non, mec? Non, mais j'aime bien le romantisme. C'est ça. Mais toi, t'es un grand romantique. C'est ça. Tu m'en parlais encore ce matin au réveil. J'aime bien les Allemands surtout. C'est vrai qu'on... T'aimes bien quoi? Les Allemands en général. Hein. Ah ouais, bien sûr, moi les aime bien, nos voisins. Ils sont pas très loin. Oui, c'est des voisins. Ouais. C'est des voisins en plus. On les comprend pas, ils nous comprennent pas, mais on les aime bien. Ouais. Et quelle est la différence entre un Dracula qu'on a maintenant, on va dire contemporain dans notre époque, le suceur de sang qui veut rester seul, et le comte Dracula de Herzog qui lui veut sortir de sa solitude? C'est quoi pourquoi c'est devenu un mec qui était isolé alors que est-ce qu'il veut non mais dans ta question, est-ce qu'il veut vraiment être seul encore aujourd'hui, la représentation du vampire? Sa condition, je pense déjà de base, l'isole. Ouais. Le fait d'être devenu un vampire, alors selon l'adaptation, la motivation n'est pas toujours la même, mais généralement c'est soit ça peut être par la colère parce qu'il est furieux. Ça, on le voit par exemple. Je vais donner les exemples moi plus récents parce que j'ai pas vu beaucoup d'anciennes versions, mais on peut peut-être partir par celle du bouquin. Tout simplement, la vraie. Qu'est-ce qui transforme vraiment le conte en bête, en Dracula, enfin pas Dracula. Parce que le fait qu'il soit maudit, quoi. Le fait qu'il devienne, qu'est-ce qui le maudit dans un premier temps? Alors si on faut qu'on retourne, oh la vache, en fait, faut qu'on parte déjà de l'origine de Vlad Tepes alors du coup, parce que en fait, il vend plus ou moins son âme au diable. C'est un petit peu ça, parce que et toujours pour la même chose, par romantisme, par amour, parce que donc c'est la version, c'est ce qu'on voit dans le Coppola. Ouais, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans le Coppola. Après, c'est vrai que la figure vampirique, elle est pas née en 1897 avec Bram Stoker. En littérature, tu as déjà des versions qui s'appellent Le Vampire de Polidori qui sort en 1819 si je me trompe pas, et qui déjà représente une espèce de bellâtre, tu vois, très sûr de lui, très arrogant, et qui sévit dans la cour, tu vois. Et qui suce le sang de ses victimes. Ouais, c'est ça. Mais de façon, après la figure vampirique, c'est rigolo parce que en littérature, j'ai pas qu'elle a toujours existé, mais même Voltaire parle, tu vois, du vampire quand il fait son analyse de l'encyclopédie qu'avaient fait d'Alembert et Diderot. Il parle justement d'un texte en parlant, c'est intéressant parce que Marx fera la même chose, de cette métaphore entre les gens de pouvoir qui sucent le sang des opprimés, qui sucent le sang, tu vois, et il fait déjà cette analogie-là avec le vampire. Et après, ça remonte, aux légendes grecques, aux légendes des Balkans. Et ce qui est rigolo, c'est que la figure du vampire, avant ça, c'est là où je voulais en venir, peut-être dans mes digressions à con, c'est une figure féminine. C'est rigolo, ça. Se dire, parce que nous, la représentation, en fait, du vampire maintenant, c'est l'homme, c'est le mâle, en fait, mais même c'est avec une connotation souvent homosexuelle, d'ailleurs. Mais le vampire est féminin. Il avait été bien reprise aussi, enfin pas bien reprise, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je voulais me le mater, j'ai pas eu le temps. Entretien avec un vampire. Oui, ils avaient trouvé justement cette relation entre les deux était très particulière. Deux mecs qui veulent un enfant. Ouais. C'était. Ils jouent beaucoup sur la relation homosexuelle. Ouais. C'est même chez Bram Stoker quand la relation, en fait, le désir, parce qu'il a du désir pour Mina, mais en même temps, il a aussi une attirance pour Jonathan Harker. Quand il le garde chez lui, il veut le séquestrer pour l'empêcher effectivement de retourner voir sa Mina, sa bien-aimée, mais en même temps, c'est pour le garder aussi pour lui. Et quand tu vois les premières scènes, il y a quand même aussi cette attirance. Il est attiré par son cou, par sa beauté. Quand ils sont à table. Quand ils sont à table, quand il l'accueille.
Oui. Alors je parlais du roman, mais c'est vrai que. Ah oui, mais t'as raison. dans Herzog. En fait, chez Herzog, c'est là où. Murnau aussi. Chez Murnau, mais c'est là où chez Herzog, je trouve que ça fonctionne pas bien, c'est que Bruno Ganz, il est trop vieux. Il représente pas une espèce d'idéal masculin un peu naïf, tu vois. Ouais. Et le mec, il a 38 ans au moment du rôle. Et je trouve que ça fonctionne pas. Il représente peut-être plutôt un garde-manger finalement. Tu rigoles, mais ça. c'est exactement ce que je suis en train de me dire, que ce soit l'un ou l'autre. C'est vrai que j'ai plus l'impression, dans les différentes scènes que j'ai vues, dans les différentes versions, c'est le sang en fait. C'est comme si le comte, ça faisait vraiment longtemps qu'il avait pas pu avoir du sang un petit peu sympa. Et quand il voit le sang apparaître, parce que bon, dans différentes versions, c'est toujours, il se coupe un peu normalement il se coupe le doigt. Toujours, très maladroit en bouffant. Et en fait, il essaye de se retenir, et puis il arrive pas, et il arrive quand même à lui sucer un petit peu le sang, ce qui forcément choque le. Et tu me disais qu'il y avait vraiment pas de représentation sanguinolente dans ce film-là. Bah, La seule, c'est effectivement quand il se coupe le doigt et on Ouais, voit c'est une ça. goutte qui, voilà, c'est tout. C'est quasiment très propre. Hein. Ouais, il y a pas de sang en fait. C'est quand même rigolo pour un film qui traite de vampires où le fluide, tu vois, le sang, tu vois, est quand même, c'est l'image même en fait du vampire. Et chez Herzog, il y a pas de sang. Il y a effectivement lui qui se coupe le doigt. À un moment donné, on voit un petit peu de sang qui a coulé sur une morsure qui est déjà en train de cicatriser, plus ou moins. Là, c'est la quête de l'amour, quoi. C'est ça. Qu'on voit pas de sang en fait chez Murnau, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est dû à ce côté un peu de la période de l'expressionnisme allemand. Tu me dis si je me trompe pour Murnau, cette subjectivité finalement de Tu te trompes. qu'il n'y ait pas de son. Qu'il n'y ait pas de sang. Ouais. Arrête mec. Vas-y, enchaîne si tu veux. Non, vas-y, continue. Après, la représentation du sang au début du cinéma, c'est un petit peu compliqué aussi pour des questions aussi, voilà, de censure ou quoi. Mais tout est dans la subjectivité, tout est fait pour faire un peu effrayer, faire peur, mais c'est une déformation sans montrer les images. En fait, l'expressionnisme, c'est ça, c'est déformer en fait la réalité. Et là où je trouve chez Herzog, il y a cet aspect en fait expressionniste, c'est surtout justement dans la scène du repas, où effectivement les décors, on a l'impression qu'ils sont complètement déstructurés. Quel repas du coup, celui avec le les repas villageois ou non, au repas quand il arrive effectivement chez le comte. Et même la représentation aussi des signes qui nous rappellent que le temps passe. Memento Mori qui dirait que quand tu vois un crâne, quand tu vois une horloge, ça te rappelle en fait déjà le temps qui passe, et surtout que lui, dans son monde à lui, au comte, le temps est complètement une abstraction parce qu'il est là depuis des siècles, et on est même malheureux, et ça en même temps ça rappelle que Jonathan Harker, il a peut-être à deux doigts de passer aussi l'arme à gauche à un moment donné. Et toute cette représentation là, et même les représentations, c'est de Nosferatu, ces projections de son ombre sur les murs, rappellent effectivement l'expressionnisme. Je trouve qu'il y a plus de références à l'expressionnisme allemand dans le film de Herzog que dans le film de Murnau, bizarrement. Parce que si on veut voir un film qui représente vraiment... C'est vrai, oui, tout à fait. Non, t'as raison. Vas-y, finis ce que t'étais en train de dire. Non, mais un film qui représente la quintessence même de l'expressionnisme allemand, faut voir le cabinet du Caligari, hein. Mais qui est beaucoup plus sombre, je trouve, déjà, parce que beaucoup plus torturé. Et l'expressionnisme allemand à cette époque-là, c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler que c'est aussi beaucoup parce qu'ils ont pas une thune, hein. Oui, ils peignent des décors, ils font des décors en carton. Ils sortent de la Première Guerre, tout est lynché, il y a plus rien du tout, ils ont pas d'argent à foutre dans le cinoche. Les mecs alors déjà ils sont complètement brisés, je pense. Tu vois, psychologiquement, tu sors de là, t'es vraiment rincé. Et en plus de ça, t'as pas de thunes. Donc du coup, t'as des décors en carton-pâte, on joue avec, ils sont très ingénieux. Parce qu'ils trouvent justement les ombres portées, toutes ces choses qui arrivent à te donner des sentiments. Même à un moment donné, ça pallie à d'autres choses d'autres moyens qu'on aurait maintenant. Mais quand tu vois une ombre qui avance, en fait, on ne voit pas le corps et son ombre, on voit juste l'ombre. Et à un moment donné, tu peux te dire que son corps n'est pas là. À un moment donné aussi, il fait des choses où il le fait disparaître d'une image à l'autre. C'est des petites choses qui reviennent, qu'on utilise, qui n'ont pas les mêmes raisons d'utilisation, mais qui pourtant donnent cette image. Et après, c'est leur esprit torturé à l'époque, je pense. Ils font les décors en carton, ils sont complètement, on dirait presque du Tim Burton, quoi. Oui, c'est réaliste. Complètement. C'est Tim Burton, je l'imagine, qui s'inspire complètement de ça, quoi. Mais quand tu parles effectivement de la peur aussi, c'est le lendemain de la guerre, mais l'expressionnisme allemand est né de la peur de la guerre. On est quand il débarque, l'expressionnisme allemand, c'est vraiment 1870. La guerre contre les Prussiens, mais en fait tu parlais, c'est qu'effectivement qu'ils aient pas de thunes quand ils font ce cinéma-là, et malgré tout, comme ils sont extrêmement ingénieux, comme tu disais, c'est la production de cinéma la plus importante qu'en France
à cette période-là, fin des années 10, donc au lendemain de la guerre et début des années 20. Et la plupart de ces grands talents vont partir à Hollywood, que ce soit Murnau, que ce soit, il y a Karl Freud qui qui fait aussi qui est chef opérateur pour, par exemple, pour des films comme j'oublie un autre film qui est sorti aussi en 1920, Le Golem. Oui, Tous ces grands films en fait de l'expressionnisme allemand. Tous les gars, après, ils vont partir aux États-Unis parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, avec pas grand-chose, ils font des films de dingue. Alors après, pas grand-chose, je relativise un petit peu parce que le Golem, il y a de la thune. Et après, Murnau, il va faire Faust en 1926. C'est un budget de dingue, c'est un ça film. se voit aussi, que c'est pas le même. Mais on voit aussi surtout entre-temps. Lui, il a fait beaucoup l'évolution entre le style cinématographique du même mec, de Murnau, les mouvements de caméra qu'il va faire. Ça c'est grâce à Karl Freud. Et justement, parce que Karl Freud, en fait, il va créer un prototype de caméra qui sera mobile. Et d'ailleurs qu'il avait testé, je me souviens plus du titre, Le Dernier Homme, je crois que c'est en 1924 aussi, un film de Murnau. C'est là où c'est le Dernier des Hommes. Le Dernier des Hommes, voilà, c'est ça. C'est là où il va tester en fait le plan séquence. Ces caméras-là, effectivement, qui seront beaucoup plus mobiles, qui vont parce qu'on voit tout à fait la différence quand tu vois Le Dernier des Hommes et tu vois Nosferatu. J'aime beaucoup Nosferatu, mais effectivement c'est plus statique. Et à partir de là, quand ils vont pouvoir faire Faust, et alors l'apothéose aussi quand il fait l'Aurore, quelques années après, là tu vois à quel point les caméras peuvent être fluides et tu te dis mais c'est dingue, on est dans le cinéma muet et tu vois des trucs de dingue quoi. Et qu'est-ce que ça a donné du coup leur cinéma quand ils ont débarqué aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grand? Ou qu'est-ce qui a changé dans leur cinéma? Metropolis, ça a été encore fait aussi en Allemagne, ça? Ouais, c'est encore, je vais pas dire bêtise, c'est encore en Allemagne. On est encore en 26 là? 27. L'Aurore, c'est le grand chef-d'œuvre de Murnau. Mais vraiment, c'est un film, vous pouvez le voir encore aujourd'hui, c'est une histoire dingue. Visuellement, c'est splendide. C'est un four. Les critiques sont très bonnes parce que c'est une claque dans la gueule visuelle parce qu'on n'avait jamais vu ça, mais le film marche pas. Et Murnau aux États-Unis, ça a été assez compliqué. À la différence d'un Fritz Lang, enfin tous ces mecs-là qui venaient d'Allemagne, des Lubitsch, qui quand ils sont arrivés aux États-Unis, ça a été des cartons. Pour Murnau, ça a été plus compliqué. En plus, il est mort quand même assez prématurément. Il a fait son dernier film, qui s'appelle Tabou, je crois que c'est en 31. Et après ça, il est mort. En plus, accident. Et en 2015, on lui a piqué sa tête. Il s'est pris un mur, non? Ouais, c'est une histoire folle, ça aussi, ouais. Quoi? Ouais. Il s'est pris un mur, non? Non, Mike, non. Tu l'avais entendu? Oui, je l'avais entendu. La première fois? Je l'ai entendu la première fois. Tu l'as pas relevé? Ah non. Je continue, j'en ai rien à foutre, je vais plus l'entendre. Il manque un accident, quoi. Bêtement. Un accident de voiture, non? Ouais, c'est ça. Et en 2015, il y a des gars qui sont allés à son caveau pour lui piquer sa tête. Oh là là. Alors, il faut voir aussi de quoi on parle. En 2015, quand il lui pique sa tête, on pense que c'est un rituel sataniste. C'est en 2015 qu'on lui a piqué sa tête. Ouais, je crois. J'ai peut-être une bêtise, mais je crois bien. Ouais, je crois que c'est en 2015. C'est bien vraiment dans cette époque où on fait vraiment n'importe quoi. Parce qu'ils ont retrouvé en fait des traces et de un cendrier avec le crâne, cierge et puis ce genre de choses. D'accord. On pense qu'il y avait des incantations sataniques. Il faut rappeler aussi pourquoi. Attention, ce que je dis là, c'est pas pour justifier, pas du tout. Mais pourquoi dans l'esprit de certaines personnes un peu influençables, ça peut avoir du sens. Murnau, quand il fait Nosferatu, il fait ça avec son comparse s'appelle le Grau, comment il s'appelle son producteur? Albin Grau, qui est un occultiste. Mais l'idée du film, elle vient de lui. Elle vient de lui. Lui, il a fait les storyboards. Et ça va loin quand même. C'est lui qui fait les décors. En fait, Ouais, il est complètement frappé. Parce que c'est un vrai mec d'un club occulte. Ah ouais, complètement. Ils font des rituels, ils font plein de trucs. Mais c'est l'époque aussi qui veut ça. En France, on avait pareil avec des gens comme Huysman, ça. Enfin, c'est des gens qui sont très imprégnés de cette culture un peu, satanique, occultiste. Et quand il fait ça il fait le film avec Murnau. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Non, je réfléchis. Il fait des grimaces puis tout à l'heure. Non? Ok. Continue, moi je réfléchis à... Tu continues? Ok. Ouais. Et donc ils font super faire tout à l'heure. Lui, Murnau, et c'est un athéiste. C'est pour ça aussi, petite digression, dans le film dans Nosferatu, il n'y a aucune représentation religieuse. Il n'y en a pas. Alors que normalement, on combat quand même le vampire avec des crucifix, des genres de choses. Il y a peut-être quelques photos de vierges, ou des tableaux c'est pas expressément montré. Non, parce que c'est noué dans le décor parce que l'époque veut ça. Mais sinon, 2-3 fois, je me suis tu vas pas porter de croix autour du cou. Il y a pas tout ça. Et puis il y a pas d'eau bénite, il y a pas ces trucs-là, il y a rien, il y a pas ces trucs. Oui, que tu peux éventuellement trouver dans la version par contre de Herzog. C'est pour ça que je fais le lien. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, Murnau, il fait aussi un film comme Faust, d'après Goethe. Autour de lui, il y a toujours cette aura d'occultiste.
d'occultisme, pardon. Donc du coup, il y a des gens qui se sont dit, voilà, il y a une espèce de filiation avec l'occulte, avec le diable. D'héritage. Il lit même ce qui est écrit sur mon sweatshirt. Mais on passe un moment avec Mike une fois de plus. Ouais, je rebondis sur tout. Surtout. Ouais, mais en tout cas, on peut. Ça a vraiment tout le folklore et tout le machin du plus léger, on va dire, juste les gens qui aiment bien se déguiser en vampires et ceux qui sont à fond en espérant que ça existe vraiment. Ça a toujours bougé beaucoup de monde et fait. Mais alors, t'as d'autant plus raison que c'est là où on en parle aussi, donc on parle du romantisme, c'est qu'il y a ce désir fantasmatique du vampire. Et je pense que le personnage de Hélène ou le personnage de Lucie chez Herzog, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une monstruosité qui appelle en fait, on va dire cette intrication des contraires, c'est des opposés. Tu sais, Eros et Thanatos, tu vois, attraction, répulsion, non mort. Mais enfin, vie est mort. Le gars, c'est un non mort, il est vivant et mort à la fois. Et toutes ces choses-là, en fait, ça appelle, parce qu'il faut se dire que le romantisme, en fait, c'est rejeter les lumières. C'est-à-dire rejeter le rationnel des lumières, le rationalisme des lumières. On veut pas de ça, parce que on voudrait quand même, tout en souhaitant une espèce de sécularisation du monde, rejeter l'église et tout ça, en même temps, le mysticisme, c'est important. Se rappeler qu'on est vivant au milieu d'un chaos, en fait, d'un chaos irrationnel. Et ça, il y a une attirance pour des personnes comme Hélène, tu vois, qui est un petit peu dans un monde où on sent qu'elle est pas tellement à sa place et qu'elle désire autre chose. Elle s'inquiète pour son mari parce qu'il doit partir, mais en même temps, c'est une fille aussi qui s'ennuie. Il y a ce besoin, c'est avec le romantisme, c'est d'être, en fait, de galvaniser, d'exalter les passions. Tu es pas amoureuse, tu es amoureuse de l'amour. C'est comme ça qu'elle est. De la fascination pour le personnage de Nosferatu et l'ambiguïté qu'il y a sans arrêt entre les deux, quoi. Ouais, clairement. Parce que quand elle se sacrifie, c'est parce que il y a cet acte de sacrifice qui finalement dans le film de Herzog, il y a un peu vain, puis après il y a la transmission, mais en même temps, elle fait ça parce qu'elle le souhaite, parce que ça donne du sens à son romantisme, du sens à ses passions qui sont exaltées. C'est là où je trouve que le film est très beau. Il peut être un peu cucu. Si on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, ça peut être un peu. Lequel, la version d'Herzog. La version d'Herzog. Et surtout dans la gestuelle des acteurs. Enfin, je trouve ça. Enfin voilà, c'est d'époque. C'est un peu kitsch. Mais c'est un peu kitsch où Adjani elle est là avec son bras qui. Ouais. Enfin voilà, tu vois. Est-ce que c'est ils en font des caisses. Ils en font des caisses. Alors je sais pas si c'est très théâtral. Alors soit c'est lié au fait que ce soit une adaptation du film muet. Parce que le film est muet, quand tu regardes tous les films, les mecs sont dans le surjeu tout le temps. Parce nécessairement, et qu'il faut forcément la sensation, il faut la jouer. Donc quand tu vois le mec qui ouvre la porte et qui fait des grands sourires comme ça, et tu vois, ils ont une façon. Alors quand ils s'embrassent, tu sais, ils se tiennent et puis hop, ils sont à baiser qui arrive de l'autre bout de la pièce. Tu te dis bon, c'est vrai que t'as un peu le surjeu. Ou le jeu qui est génial, c'est comment il s'appelle Roland Topor. Celui qui joue qui joue Renfield. Ouais. Ouais. Ah ouais, tout à claque, au secours. Il est taré, donc en plus, il est fou et possédé, le mec, donc il faut forcément, moi, j'avais trop du mal avec, alors, en plus, je sais pas en quelle version vous l'avez vu. Moi, la première fois que j'avais vu ce film, je l'avais vu en version allemande. Et là, je l'ai vu en français. Parce qu'il se double même en français. Klaus Kinski parle français. Le doublage est terrible, on est Adjani d'accord, non? Adjani. En fait, il se double même. Oui, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas synchronisé du tout, t'as l'impression. Ah ouais, c'est très compliqué. Et Roland Topor, en plus, en français, c'est encore pire que, je trouve, que dans la version allemande. Juste, pour la petite anecdote rapide sur les versions. Donc, il a été tourné en même temps en allemand et en anglais. La Fox, pour une histoire de distribution, leur a demandé de faire aussi une version anglaise. Donc, du coup, ils tournaient une scène en allemand, et après, ils disent, on la refait en anglais. Excellent. Et la Fox, quand ils ont vu les deux copies, ils se sont rendus compte que la version allemande était bien meilleure qu'en version anglaise. Ils ont dit, mais la version anglaise, on peut pas l'exploiter. Donc, ils l'ont viré. Donc, ouais. Hein, vous avez entendu quelque chose aussi? Ouais, je ne sais pas. Un téléphone? Quelque chose? Non, tout va bien. Il y a quelqu'un qui parle. Bref, du coup, en version française, Vous avez dit que c'était dangereux de parler de Dracula, les gars. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'entends encore quelque chose. Mike, t'appuies sur quelque chose, là. Non, j'appuie sur rien du tout. T'appuies sur rien du tout. Ah, les gars, c'est pas drôle, hein. C'est pas grave. Ouais, lumière allumée, là. C'est clair. Spiritisme. C'est ça, on se touche le bout des doigts, là, et puis on fait une séance. Donc bref, la version française est un peu compliquée, c'est vrai, et du coup ça rajoute au côté un peu cucu dans les dialogues. Et c'est là où tu te rends compte que les dialogues, ils sont pas forcément nécessaires dans un film comme celui-ci.
parce qu'ils apportent rien de plus, tu vois, voilà. Et ça apporte un peu d'humanité compréhension. quand même d'humanité. au personnage de Nosferatu, parce qu'il il a cette voix un peu très douce. Bah, t'as raison, parce qu'en fait, ils sont complètement, enfin, il y a quand même une opposition entre la version de Murnau et celle de Herzog par rapport à l'interprétation de Nosferatu. Déjà, il y a alors je dis que c'est un problème, c'est pas forcément un, mais Nosferatu, chez Murnau, c'est Max Schreck. Schreck, ça veut dire effroi. Donc déjà, Ils l'ont très peu maquillé, le gars. Ah oui, il faisait déjà très peur. Et en plus, voilà, la légende voudrait qu'il se prenait vraiment pour un vampire. Il y a même eu d'ailleurs, il y a des gens qui en ont quasiment fait une vraie histoire de. Bah, il y a eu un film. Alors évidemment maintenant le nom m'échappe. Ça a été produit par Nicolas Cage. Je crois qu'on est en 2000. J'avais vu ce film. C'est pas dégueu comme film. Oui, c'est John Malkovich qui joue le rôle de Murnau. En fait, il reprend le tournage du film. Et c'est Willem Dafoe qui interprèterait le comte Orlok. Génial. Et ce qu'il y a, c'est que Max Schreck, il fait quand même 1m90. Très longiligne, il a une tronche, effectivement, comme il disait Jules, t'as pas tellement besoin de le maquiller, il fait déjà peur. Herzog, il fait 1m70. Et il a un visage assez singulier quand même. Herzog, j'ai dit Herzog, hein. Klaus Kinski. Oui, Kinski, oui. Kinski a un visage très singulier. Mais c'est pas le film dont toi tu parles, alors si je dis pas de bêtises, c'est L'ombre du vampire. Ouais, c'est ça, L'ombre du vampire. Alors, mais ça c'est un film qui c'est pas une il parle du tournage. Il parle du tournage. En fait, on voit le film, mais c'est le ça. tournage du film, c'est ça? Il montre en fait c'est comme si tu faisais un making of, tu vois, en fictionner un making of où ils prennent le parti que effectivement que est un vrai vampire. Que Max Schreck est un vampire. Okay. Et donc Willem Dafoe, il le joue de cette manière-là. Mais il y a plein d'inexactitudes dans le film, hein, même. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails. Le film est plutôt plaisant à voir. Ça, on peut trouver ça très rigolo. Willem Dafoe, il en fait des tonnes, mais il est assez génial. Malkovich dans le rôle de Murnau est pas mal aussi. Il joue aussi un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment c'est assez sibyllin sur le fait que Murnau était homosexuel. Ouais. Et il s'est un peu évoqué, tu vois, dans le film, donc produit par Nicolas Cage en 2000, je crois que c'était. C'est ça. Ouais, Mike. Non. Ah bah après c'est vrai que franchement, l'image qu'on a de Nosferatu dans le film de Murnau, il est très particulier, mais il est aussi beaucoup lié. Enfin ça c'est un truc. Comme moi je vais parler surtout de celui-là, mais c'est la musique, et c'est dans le film muet que tu vois encore plus à quel point c'est vraiment important d'avoir la bonne musique avec les scènes, parce que ça change tout. Et moi j'en ai vu plusieurs versions de ce même film, sachant qu'il y a eu aussi des gros problèmes du fait déjà que le film était à polémique, et on a tenté de le détruire, et c'était compliqué. Donc la version originale de la musique qui était prévue par Murnau dans son film, dans son montage, c'est pareil, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Il y a eu plein de versions différentes, il y a plein de mecs qui ont mis leur musique à eux, sur leur coupe à eux. Il y a énormément de versions de ce film finalement. Et j'avais des perceptions totalement différentes de films. J'en ai vu 2-3, j'étais là, putain, mais qu'est-ce que je regarde? Au moment où j'en suis arrivé à couper le son, parce que ça me mettait désagréable, et à un moment donné, écoute, je supporte plus. Des fois, ça n'allait pas du tout avec la scène, et j'avais pas de tension du tout. Et l'inverse, c'était insupportable, parce que c'était le même bruit de chaises qui grincent. Depuis 20 minutes, j'en pouvais plus. Je dis, écoute, je vais couper le son et je vais regarder les images comme ça. C'était pas mal. Jusqu'au moment où j'ai regardé la version que tu nous avais conseillée, qui est sur Arte Cinéma, donc qui est visible, je pense. Encore, je sais pas combien de temps. Jusqu'au mois de juin, je crois. Ouais, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est une version rallongée, ouais. C'est la version qui est remasterisée. Avec les couleurs aussi. Ouais. Tu vois, qui étaient différentes. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que, donc, il y a les teintes. Les teintes, pas les couleurs, les voilà, teintes. c'est ça. Donc, il la pellicule. Alors, bon, c'était pas le premier à faire ça, hein. Pour rappeler que voilà, quand t'es en pleine journée, c'est du jaune. Quand c'est nuit américaine. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et quand il fait nuit, voilà, c'est bleuté. Ce qui est important, ce que tu dis par rapport à la musique, c'est qu'il faut rappeler une évidence. C'est que donc c'est un film muet, mais c'est un film sonore. Tous les films n'étaient pas sonores. Le cinéma muet commence à avoir du son, en fait, de la musique qui accompagne le film à partir de 1910, mais c'est surtout à partir de 1920. Donc, faut dire que les films que tu voyais avant 1920, les spectateurs très souvent voyaient des films sans musique. Imagine un film muet sans musique. Pour nous, spectateurs d'aujourd'hui. Donc déjà, il faut faire abstraction déjà des dialogues, il n'y en a pas. Et en plus, si tu n'as pas de musique, c'est compliqué. D'où pour nous, spectateurs d'aujourd'hui, l'importance d'une musique qui soit cohérente, qui soit audible et puis assez harmonieuse pour ça peut te changer ta perception d'une scène ou surtout pour un film d'horreur, entre guillemets. Oui. Un film d'horreur. Un film d'horreur. On s'en rend pas compte, quoi. Imagine à l'époque quand tu regardais un film, alors en l'occurrence pas celui-ci, mais les films précédents, tu étais dans une salle, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de gramophone qui diffusait de la musique, tu n'avais pas de son du tout. Le silence de la salle.
Je dis pour en Eh ben, avoir il y avait pas regardé de silence. quelques-uns. Il n'y avait sans- pas de silence justement. Ah, les gens parlaient. Les gens commentaient les scènes. D'accord. Donc en fait, ce qu'ils voyaient à l'écran, ils le commentaient tous. Et donc c'est à partir du moment, donc c'est principalement à partir de 1920. C'est, comme je disais, ça a déjà commencé une décennie avant, mais c'est particulièrement à partir de 1920 où les gens ont commencé à fermer leur gueule, tout doucement. Parce qu'ils ont mis de la musique. Ok. Ouais. On en C'est- apprend des choses dans la Ah, vie c'est clair, mais américaine. c'est important. Et du coup, on conseille lequel? Enfin, je veux dire, Du coup, moi, je voulais juste revenir sur une chose, Oui. sur les personnages féminins. Et pour rappeler, donc brièvement, j'avais commencé à parler de ça sur le vampire. Alors, on pourrait dire la vampire ou vampiresse, qui à l'origine quand même, c'est une représentation féminine. Ça a inspiré Ne baille pas, Mike. T'as passé une nuit compliquée, je sais. Il me regarde et il baille. Dès que je parle de gonzesse, oh non, pas encore. Allez, toujours les nanas. Non, mais les personnages mythologiques comme Lilith, donc on en a déjà parlé dans une émission précédente, qui est chez les Hébraïques, c'est la première épouse de Adam, et elle l'anecdote dans la Bible voudrait, alors dans la Bible, la version hébraïque, je sais pas si c'est vrai, invérifiable, je sais pas si Adam a existé, mais apparemment elle refusait le missionnaire avec Adam. D'accord. C'était une femme, ouais. Et c'est parce que c'est elle qui décidait des positions sexuelles. Et pour rappeler une autre Girl autre power. chose, girl power, elle suçait non pas le sang des hommes, mais leur sperme. Elle D'accord. se nourrissait du sperme des hommes. Et à partir de là, a découlé, sans mauvais jeu de mots, en fait, toute la mythologie aussi vampirique de la femme prédatrice et la femme sexuée. D'accord, ok. Et il y en a plein. Il y a aussi, bien, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai noté. Un nom m'échappe. Yama, je crois aussi. Et ça, dans les premiers récits vampiriques, ce sont effectivement des femmes. Il y a un roman qui était sorti. Enfin, c'est une nouvelle qui était sortie avant celle de Bram Stoker, qui était écrit par Joseph Sheridan Le Fanu. Qui s'appelle Carmilla. Carmilla, c'est vraiment le premier grand personnage, tu vois, de littérature vampirique. Et il y a eu une adaptation d'ailleurs par la Hammer que je conseille parce qu'il y a ma chérie, il y a Ingrid Pitt qui joue le rôle de Carmilla, donc ça s'appelle Vampire Lovers. Vampire's Lover. Et bien sûr, après il y a aussi la comtesse Elizabeth Bathory, même si c'était pas une vampire qui prenait le sang des vierges pour comme bain de jouvence pour rester jeune éternellement. Toutes ces histoires là ont construit petit à petit en fait la mythologie vampirique à travers la littérature et Pourquoi on les a films. twisté sur l'homme, du coup? Parce que ça a été adapté par une société patriarcale. Ouais. C'est réglé. Voilà, merci. Non, mais après il y a Par un exemple. truc, mais Jules a raison, mais quand Bram Stoker en 1897 sort Dracula, on parlait avant des relations homosexuelles. Bram Stoker était très proche d'Oscar Wilde, c'est un contemporain. D'ailleurs, l'épouse de Bram Stoker, c'était une ancienne amoureuse d'Oscar Wilde, parce que Oscar Wilde, homosexuel, qu'on sait tous, a aussi eu des relations avec des femmes. D'ailleurs, il était marié, il avait des enfants, et ils traînaient beaucoup ensemble. On pense qu'ils ont été très proches. D'ailleurs, on pense même, comme je disais Ils ont été amants, quoi. Voilà, on n'en est pas sûr, mais disons qu'il l'emmenait dans des bordels aussi pour s'amuser. C'est même là où Bram Stoker, on pense qu'il a chopé la syphilis en compagnie de l'ami Oscar Wilde. Voilà. Et il y a toujours eu, mais déjà même à l'époque de Dracula, enfin de Vlad Dracul, il y a déjà eu ces histoires en fait de relations homosexuelles. Parce que le frère même de Vlad Tepes, quand ils étaient chez les Ottomans, lui c'était devenu le mignon du sultan. Il se faisait baiser par le sultan. Et on pense même que Vlad Dracul, il a subi des sévices sexuels quand il était chez eux. Donc c'est pour ça qu'après, quand il est devenu l'empaleur, on pourrait y voir l'image de l'empalement. Un peu, quoi. Et quelqu'un qui se venge. Donc il y a Tout toujours, s'explique. il y a toujours une relation, tu vois, sexuelle, homosexuelle dans ces récits-là. Et et le problème c'est que l'homme est un séducteur. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. L'homme est un séducteur. On le sait, Mathieu. Voilà, alors que la femme, elle, est une prédatrice. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que c'est parce que la femme Carmilla est une femme très belle qui séduit. Et c'est devenu, Si tu regardes dans la nature, c'est souvent le mâle qui se fait bouffer. Hein. Bah ouais. mais non, mais Jules a raison. Non mais Jules a non, mais c'est vrai. Cette dimension justement érotique ou sensuelle, tu vois pas vraiment ça ni dans le Murnau ni dans celui d'Herzog, je trouve. Non, Herzog, si je trouve à la fin, tu sais justement quand elle se, Ouais, un chouïa, oui, c'est vrai. Oui. il la touche, il la caresse, ouais. elle le retient. Mm. Même si on peut y faire une lecture de sacrifice, il y a aussi tout cet aspect en fait érotique et sensuel.
Et puis Souvent dans les adaptations, la morsure, elle est pas, enfin, elle est violente, mais elle est quand même presque consentie. Enfin, ouais, c'est puis bizarre, non, mais dans le c'est- bruitage, même si la morse, au moment où ça arrive, c'est pas forcément consenti, dans les secondes qui suivent, t'as plus l'impression que ça fait du bien que ça Ah fait bah mal oui. en fait. Bah forcément. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que souvent Ouais, t'entends, Mais c'est ça, t'entends la morsure, Ouais. et puis c'est la jouissance par la douleur. Ouais, Ouais, c'est la lecture que moi je fais souvent de la scène là, c'est ça en fait. Mais oui. Mais d'ailleurs, mais on le voit, on l'entend aussi dans Isabelle Adjani. Elle a cette espèce de Le spasme. ce râle en Le même râle, temps ouais. qui c'est ce râle qui annonce la mort mais en même temps qui jouit la jouissance par la mort et en Mm. gros c'est Thanatos. Mm. On en revient toujours à ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais Mais ça a été c'est fort amplifié, agréable. cette dimension-là, c'est fort agréable. Ça a été amplifié au fil des années finalement. Oui, Hein oui. Je sais pas, parce que par rapport à la Hammer, tu sais, tu nous Ah, avais oui. envoyé un lien aussi là-dessus. Oui. Non, mais la notion, enfin, de violence et imbriquer le sexe, la mort et la violence, en fait, la Hammer a fait tout son sel de ces thématiques-là. Et Là, bah, on est quand même beaucoup plus dans le trash. Et, ah oui. ouais. Bah, après, fallait attirer le chaland aussi. Hein. Donc la Hammer, quand ils font les premiers films de vampires en 1958, il faut vérifier parce que là j'ai comme un doute. Donc avec Christopher Lee. Donc ouais, 1958, Le Cauchemar de Dracula avec Christopher Lee et Peter Cushing, c'est réalisé par Terence Fisher. À voir absolument. Il reprend l'archétype quand même du vampire interprété par Bela Lugosi. Le conte avec la cape, parce qu'il n'y a pas de cape dans les films précédents en fait. Chez Murnau, il n'y a pas de cape. Ils en ont rajouté une à Klaus Kinski. Il n'y a pas ces oripeaux là. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Cauchemar de Dracula. Et il reprend, même s'il reprend cette figure de Bela Lugosi du séducteur, en même temps, il est bestial déjà. Mm. Il y a ce retour à la bestialité. Chez Bela Lugosi, c'est pas le cas. Chez Bela Lugosi, il joue le hongrois. Oui, c'est le dandy. C'est ça, c'est le dandy slave avec son accent improbable que je pense qu'il cultivait aussi à un moment. Alors que Christopher Lee, il joue nouveau aussi sur des codes, surtout quand il commençait à s'animer en tant que vampire, quelque chose de très brutal et bestial. Et Animal. animal, voilà, c'est ça. Animal, c'était un mot très compliqué, j'arrivais pas à le sortir de ma bouche. C'était animal, c'est ça, tout à fait. Et oui, Mike. Rien, non, j'écoute avec Avec attention. ce que vous dites et j'apprends beaucoup de choses. Non, mais c'est pour ça en fait que je voulais qu'on parle aussi de l'adaptation de Herzog. Parce que voilà, je pense que ça fait des ponts qui sont assez intéressants sur le romantisme, sur l'expressionnisme allemand, sur Murnau, mais aussi sur tous les récits vampiriques, et aussi parler, comme dit rapidement, de ce duo qui est quand même dingue qu'ils ont fait avec Klaus Kinski. Après, si vous avez des choses à reprendre aussi sur les récits vampiriques, hein, interrompez-moi. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à Klaus Kinski, qui est un acteur complètement fou, qui est entre le génial et le cinglé. Et le cinglé, ouais, complètement. Je crois que c'est un des seuls tournages où il n'y a pas eu de heure avec lui, d'après ce que j'ai pu voir. Ouais. Exactement. Mais le réalisateur, ouais. Ouais. Parce qu'on le laissait faire un peu. C'est normal, laisser le faire. Et en plus, parce qu'il avait quand même des séances de maquillage qui étaient assez longues. Il s'en est juste pris à sa maquilleuse, mais qui elle a tout de suite rembarré. Mais a priori, effectivement, c'est un tournage qui s'est bien passé, à différence de Aguirre, ils avaient tourné quelques années avant. En plus, ils ont enchaîné parce que quand ils font ce film-là, ils tournent après Wojciech, donc la même année. Donc quand ils commencent à tourner Wojciech, Klaus Kinski était déjà crevé, il en avait déjà marre, les cheveux commençaient à peine à repousser, mais c'était voilà, il disait que ça se passait relativement bien. Bien sûr, l'acmé de cette relation tumultueuse, c'est quand ils font Fitzcarraldo, où là, c'est quand même une scène qui est dingue. Dans Fitzcarraldo, il retourne donc en Amazonie 10 ans après Aguirre. Et donc, je sais pas si vous connaissez le film, c'est le mec qui veut faire un opéra, en plein cœur de l'Amazonie. Voilà. Et il y a une séquence où il faut voir ce film, c'est quand même assez dingue, impossible à faire aujourd'hui. Hein. C'est le Apocalypse Now. Il a fait 2 Apocalypse Now. Herzog, c'est quand il fait Aguirre, quand il fait ce film-là, ils font traverser un immense bateau qui font traverser, en fait, monter sur une montagne. Donc à bras d'homme. Pas d'effets spéciaux, pas de maquette, vraiment. Donc ils vont dénaturer la nature. Enfin c'est un truc de dingue. Hein. C'est un film qui a fait extrêmement polémique. Et Klaus Kinski partait toujours comme d'hab, c'est dans des moments de violence et d'agressivité avec les autres comédiens et surtout avec Herzog. Et là autour il y a tous ces Indiens. Enfin, je dis Indiens, je me trompe peut-être, je sais pas comment on les appelle, c'est une tribu indienne.
et qui observent la scène et qui eux n'ont pas l'habitude de ça. On ne règle pas des conflits en criant, encore moins en se tapant dessus. Et ils sont tous là, puis ils entourent la scène et à un moment donné ils vont voir Herzog et il y en a un qui lui dit mais si tu veux nous on peut le tuer. C'est ce que j'allais dire, on t'attrape, nous on te le met sur un bâton là et tu verras, ça va vite régler. Et Herzog il dit non pas maintenant, j'en ai encore besoin. Et il y a une séquence où ils sont attablés, tu vois, Klaus Kinski avec deux autres comédiens, et il y a autour d'eux, effectivement, ces Indiens. Et du coup, ils doivent un petit peu le malmener, le Klaus Kinski. Et là, Sans qu'il y a du plaisir. Et là, on sent effectivement, les mecs sont pas en train de jouer. Et que Klaus Kinski, il est vraiment en train de chier dans son froc. Parce qu'il sait que là, ils sont au milieu de nulle part. Et si les gars veulent, finir, c'est réglé. Ah bah voilà. Et, de toute façon, sur les tournages, il faut voir, il y a un film qui est quand même assez passionnant, qui a été réalisé par Herzog, ça s'appelle Ennemi intime, qu'il a tourné en 99. Klaus Kinski meurt, je sais plus, je crois que c'est en 91, 92, je sais plus. Et il fait donc Ennemi intime, sont des témoignages et en même temps un montage de différents making-of, on va dire, de leur tournage pour parler de cette relation, mais terrible qu'ils ont eu ensemble, Klaus Kinski et Herzog. Et vous voyez ça. En même temps, vous vous dites que Klaus Kinski, c'est un con, on se pose la question comment il a pu supporter ça, comment ils ont pu faire 5 films ensemble. C'est ça en fait, moi je suis en train de me dire, mais une fois que le mec tu sais qu'il est insupportable sur le set, à moins que, comme je dis, je pense à un moment donné, c'est comment il le gère, tu vois, il le laisse s'en prendre à tout le monde et puis bon, il gère le truc quoi. Mais c'est comme Mathieu et moi, hein. Je veux dire, pareil. Bon, voilà, on s'engueule, on s'aime pas trop, et puis je l'invite chaque fois je l'invite. Mais c'est passionnel, c'est un truc qui reste passionnel. Ouais. Ah non, mais voilà, vas-y. Eux, c'est ça, en fait. C'est ça. En fait, Herzog, il a toujours dit, il a dit, j'ai besoin de lui. Ils ont chacun besoin l'un de l'autre. Et ce qui est quand même dingue, c'est quand on voit donc la relation qu'ils ont sur les plateaux où ils sont en train de s'écharper, on se dit ça va finir aux mains, et après, quand tu vois quand ils parlent, c'est dans les conférences de presse, t'as Klaus Kinski qui est quand même quelqu'un de très égocentrique, de très prétentieux, qui va répéter à quel point Herzog est un génie. Il dit pas ça très souvent, hein, mais il dit Werner Herzog c'est un génie. En plus, l'anecdote voudrait qu'ils se sont connus. Alors, ils ont 15 ans de différence d'âge à peu près. Herzog, quand il était gamin, il s'est retrouvé à partager un immense appartement où la propriétaire louait ça, je crois, à 8 ou 9 personnes, des familles différentes. Et il y avait déjà Klaus Kinski qui était là, qui louait une chambre, qui était un jeune comédien au théâtre, qui était complètement barré, complètement possédé, et qui faisait peur à tout le monde. Et Herzog, enfant, il le voyait, il disait, mais c'est qui ce dingue? Et des années plus tard, ils ont tourné ensemble. Et déjà, pour leur première collaboration sur Aguirre, ça a été déjà très compliqué. Et tu te dis, mais après cette expérience-là, tu le prends plus. Ben non, mais Herzog, il a fait à peu près, je dis une bêtise, mais à peu près 60 films. Entre des documentaires, des fictions, c'est extrêmement foisonnant. Mais ses plus beaux films, ses films les plus connus, ça reste avec Klaus Kinski. Mais c'est l'interprétation de Klaus qui fait ça? Est-ce qu'il est vraiment, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il est vraiment aussi à part? J'imagine que si il s'en est pas séparé, c'est que le mec, même s'il est insupportable sur le plateau, il apporte quand même quelque chose. Il a quelques compétences, oui. C'est un mec qui bouffe l'écran. Il a quelques, il a du charisme. Disons qu'il touche. Il touche un petit peu. Non, mais le mec, c'est ça, il a une prestance, une présence de dingue. C'est typiquement le genre de gars, quand tu le vois à l'écran, tu ne vois que lui. Et il avait ce phrasé aussi particulier, il avait ses envolées lyriques qui sont quand même assez dingues. Klaus Kinski, faut aussi se garder à l'esprit que, mis à part chez Herzog, pour les critiques, sa carrière c'est un peu nul parce que c'est que des séries B, c'est des films de genre, des films que nous on aime bien parce que c'est des westerns, parce qu'il a tourné chez Léon, il a tourné chez Damiani, il a tourné chez Mariatti, il a tourné chez plein de gars, tu vois, parce qu'on le prenait, parce qu'on avait la garantie que ça va faire devenir déjà une des gens et qu'on va voir quelque chose un élément un peu fantastique dans un western, tu vois. Et mais c'est vrai que pour la presse, pour les critiques institutionnelles, ça se limite à Herzog. Après, Klaus Kinski, il s'en est jamais caché, hein. Il allait chez le plus offrant. Le mec, il dit, écoute, tu peux tourner un western, là, je te pète. Ouais, j'arrive. Puis après, il a tourné. C'est pour ça qu'on le voit dans plein de films de genre, plein de séries B. Mais bon, moi, c'est pas pour me déplaire, c'est toujours sympathique, tu vois. Et donc, lequel, si on devait conseiller, un des deux, il faut voir une version de Nosferatu, ce serait laquelle? La plus intéressante pour les auditeurs à voir, 1922, 1960. Moi, j'imagine que la plus abordable, ça doit être celle d'Herzog. Parce qu'elle est plus récente, elle est en couleur, elle s'est fait un petit peu autrement, parce que la Murnau, elle est quand même, c'est le balbutiement du
du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur, donc faut, comme dit, il y a pas de son, enfin il y a pas de parole, il y a que de la musique. C'est particulier. Hein. Ouais, c'est compliqué parce que moi j'ai peur que les spectateurs, en voyant le film d'Herzog, en s'attendant à un film de vampire traditionnel, comme on se l'imagine, risquent d'être très très déçus. Et après nous avoir écouté, je pense pas qu'ils c'est pour ça vont penser ça. Non mais c'est pour ça qu'on alors l'émission servait aussi à ça, à donner des pistes en fait, aussi bien pour analyser en fait ce que vous allez voir à l'image, mais quand vous voyez la première fois, moi je l'ai vu pour la première fois il y a une quinzaine d'années. J'en garde un très mauvais souvenir. Je l'avais vu en allemand à l'époque sur Arte. Quand je dis 15 ans, c'est même plus. Et j'en garde un très très mauvais souvenir. Je me suis dit, mais je m'étais fait chier au possible. Et c'est après coup, quand j'ai vu le film de Murnau, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la chose, je me suis rendu compte, il y a quand même des pistes de réflexion, des images qui sont quand même assez dingues. Alors avant, ça me vient maintenant, on parlait de l'expressionnisme allemand. Dans l'expressionnisme pictural, et là en l'occurrence il est pas allemand, il est norvégien, mais c'est Edvard Munch quand il fait le cri. On en a pas parlé, mais La première apparition d'Adjani, enfin, elle nous refait le cri. Absolument. Elle nous fait le cri de Munch. Il y a eu 5 variations. Oui, on peut parler d'Autodix aussi. Enfin, c'est vrai que c'est une belle période. Ouais, c'est ça. Mais très riche. Elle est torturée cette image. Oui. Ah ouais. Il y a eu quoi? Il y a eu 5 variations et on peut dire que Adjani c'est la 6e itération, tu vois, de cette représentation là quand elle fait le cri. Et d'ailleurs pour l'histoire, Edvard Munch quand il représentait des femmes, donc un de ses tableaux les plus connus, s'appelle Le Vampire, et il représente une nana qui était qui était une nana très belle, dont tout le monde était un petit peu amoureux et qui était une belle rousse, c'était une polonaise si je dis pas de bêtises, et il était comme beaucoup il était fou d'elle, et c'est son mari qui lui, quand il a peint ce portrait-là, il dit ouais mais ça c'est ma femme, elle vampirise les hommes, tu appelles-le le vampire ce tableau-là. Donc ça montre toujours les relations artistiques qu'il y avait à l'époque. Eh ben on demande, on rappelle aux auditeurs que la version de 1922 de Murnau, elle est sur Arte, c'est ça, encore jusqu'en juin, gratuitement. Ce qui est bien avec Arte, tu peux tout voir presque gratuitement, c'est chouette. Merci Surtout Arte. quand t'as des œuvres comme ça qui tombent dans le domaine public. Après, exactement. Et puis la version d'Herzog, elle est disponible, comme je le disais en préambule de cette émission, sur Canal VOD et Amazon Prime Vidéo. Donc en VOD à 2,99 ou 3,99 à la location. Édition DVD, Blu-ray. Bien sûr, en DVD, Blu-ray, toujours, allez acheter ça. Acheter ça. On peut passer à la seconde partie de cette émission, la rubrique des actualités. Alors, on va commencer par le film The Batman. Qui veut commencer par nous parler de The Batman? Tu veux quoi? Tu veux un avis? Juste, parce que tout de suite en parler dans le vif cash. Non, ton avis. Écoute, moi pour un petit résumé, écoute, j'ai trouvé plein de choses très intéressantes et en même temps, je l'ai trouvé un petit peu longué dans une narration un peu lente. Et il prend des directions qui me plaisent sans aller au bout, et c'est ce qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Je vais rapidement faire le pitch. Donc c'est l'histoire de Bruce Wayne, alias The Batman, qu'on connaît pas, qui est un peu isolé dans sa ville de Gotham City et qui part à la recherche d'un tueur qui s'en prend à l'élite de la ville. Le tueur, nommément demande à Batman de résoudre. Mais il part à la recherche. Oui, bien sûr. Donc il s'agissait que d'un pitch. Léger pitch. Non, bien sûr, mais tu as raison. Ouais. Effectivement, cette fois-ci, encore une fois, on se concentre sur un méchant. Mais c'est le méchant qui demande, parce que dans le film, si je dis pas de bêtises, vous voulez peut-être aussi donner votre avis. Non, vas-y. Dans le film Batman, en fait, c'est le tout début de Batman. Ouais. Batman, il est pas encore le personnage iconique de Gotham que tout le monde absolument connaît sous les traits de Batman. D'ailleurs, c'est plutôt Vengeance qui s'appelle. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'il arpente les rues de Gotham de nuit. Pour venger il casse des bouches. Ouais. Mm-hmm. Et non mais franchement, moi j'ai attendu le dernier moment pour aller le voir parce que je me dis Batman. Comme d'hab. Je préfère regarder les films en la dernière semaine pour pouvoir me rappeler. The Batman, et je me dis film de 3 heures, laisse tomber. C'est pour ça que je suis pas allé le voir. Faut que j'y aille en forme, faut pas que je sois fatigué, etc. Et en fait, au final, il m'a bien plu. Ouais. Parce que j'ai retrouvé plein de choses que j'aimais bien. Il y avait cette noirceur, ce côté un petit peu. Ça m'a rappelé un peu de temps en temps, ça m'a rappelé un peu Seven.
à certains Tout à Ah fait. oui. voilà, et Ouais, c'est il y a ça quelque qui chose m'a de qui m'a sexuel. tenu en haleine dans ce film-là. Pas forcément le personnage de Batman qui se dit bon, enfin la vengeance, ça reste, au bout du film, la vengeance ça sert à rien, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est pas une solution. C'est pas une solution, ouais, voilà, c'est ça. Et ça, oui, c'est la moralité de l'histoire, c'est ça qui se rend compte que la vengeance, en fait, c'est pas la solution appropriée, quoi. Mais ouais, j'ai tenu les 3 heures et j'étais content. Et je me suis dit, oh putain, Un marathon. C'est passé Et j'ai gagné. crème. non, j'ai un marathon, j'ai gagné. Et je suis sorti et je me suis pas dit, oh merde, c'était à chier, quoi. Et ben non, j'ai bien aimé. Voilà. T'as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment au cinéma en compagnie de Robert Pattinson. Voilà. Toi, du coup, tu l'as pas vu, Léonore? Non, je l'ai pas vu, non, Ok. Moi, je l'ai vu. Alors, je me moquais de mec qui l'a regardé au dernier moment. J'aurais dû faire ça parce que moi, je l'ai regardé à sa sortie. Donc, tu as dit, il est sorti le 2 mars. Bah, moi, je l'ai Exactement. regardé le week-end qui a suivi. C'était beaucoup trop tôt parce que j'en ai quelques souvenirs. Le souvenir surtout que j'en ai, c'est que j'étais très emballé les 20 premières minutes. Mais vraiment, j'étais très content de ce que je voyais. Je me dis, en fait, je retrouve ce qu'on n'a pas depuis très longtemps dans le cinéma de super-héros, c'est-à-dire un peu de mise en scène et surtout un travail effectivement sur la photo qui est, je le conçois, très très sombre. Moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, si je dois le voir sur ma télé, sur un DVD ou Blu-ray, C'est pas la même chose, quoi. j'ai peur, tu vois, de pas Mhm. parce que là, ils ont quand même réduit le diaphragme au maximum pour jouer sur la lumière. Il y a des éclairages qui sont faits avec des murs de LED. Enfin, c'est assez particulier. C'est souvent très joli, c'est souvent extrêmement référencé. Moi, ce qui m'a plu, effectivement, c'est ces références-là. Ça tombe bien, tout à l'heure, on parlait de l'expressionnisme allemand. Bah, là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que on reprend, en fait, ce qu'avait fait une certaine mesure Tim Burton quand il fait son Batman Returns. C'est jouer sur l'aspect gothique. Parce que Gotham, là, en l'occurrence, c'est de nouveau une ville avec cette atmosphère gothique, de par son architecture qui, en même temps, s'imprègne dans quelque chose de moderne. Il y a cette alternance en fait entre la modernité et le gothique qu'on n'avait pas du tout chez Christopher Nolan, où la ville de Gotham, ça aurait pu être n'importe quelle ville, ça aurait pu être tourné à Toronto, à New York, machin. Là, c'est un personnage. Là, la ville est à nouveau un personnage. Donc ça m'intéresse. Le travail sur l'expressionnisme qui, on l'a pas parlé tout à l'heure, mais qui en fait qui innerve aussi le polar noir américain. Qu'on a connu dans les années 30-40, on le perçoit à nouveau là, de par son atmosphère. Des mecs comme Hitchcock qui l'utilisaient aussi beaucoup dans des systèmes expressionnistes. Ouais, bah oui. Avec le jeu des ombres, les tout trucs à fait. comme ça. Ouais. Ou même, on avait parlé d'Orson Welles. Et là-dedans, ça innerve complètement le film. Même si le côté polar, parce que c'est un polar. Bah en fait, il reprend la base même, c'est que Batman c'est un enquêteur. Donc on est c'est Sherlock et puis Gordon c'est son Watson, on va dire. Donc on reprend ça. Mais très rapidement le côté polar de par son atmosphère, ses thématiques, est un peu éludé au profit d'un cinéma américain des années 70. Voilà, French Connection, le film commence d'ailleurs par ça. Quand tu vois, moi j'aime bien cette séquence-là. C'est pour ça les 20 premières minutes, je les aime beaucoup. C'est le mec qui observe en fait, et l'observateur qui observe la scène qui se passe dans un appartement. Et tous ces trucs-là, toutes ces références à ce cinéma américain des années 70, qui imprègne complètement le cinéma de David Fincher, que ce soit Zodiac ou Seven. Et ben là, c'est pareil. Donc le côté référentiel, 20 minutes, ça me plaît. Sur 3 heures. Ça me fatigue, surtout que l'intrigue, très honnêtement, on s'en pète quoi. Je veux dire, la problématique des 3 heures, on est une véritablement parce que l'intrigue, moi, c'est un peu cousu de fil blanc. C'est même pas que ce soit cousu de fil blanc, c'est qu'il y a pas tellement d'intérêt. On joue effectivement sur des thématiques à la Zodiac. Parce qu'on te vend, comme tu dis, dans les 20 premières minutes où tu t'imagines que ça va être dur, violent, sombre, tu vois, comme tu dis, ce côté Fincher. Du premier crime, quoi, tout à fait. Et puis Batman qui ensuite va enquêter. Au final, les questions, pas les questions, mais les énigmes qui sont posées par le méchant, même si la caricature, enfin le personnage est quand même pas trop mal fait et bien amené, il est bien joué aussi. Finalement, c'est pas très attrayant, quoi. Tu te creuses pas trop la tête non plus. En fait, Batman, il est juste là pour décrypter des petites énigmes qui sont pas très compliquées, quoi. Tu vois, c'est des jeux de mots et au final, il y a quand même une séquence qui est quand même terrifiante, mais t'as tout à fait, je rebondis là-dessus, c'est que, donc, il y a son pote Alfred, enfin, le majordome Alfred. Personnage qui n'est pas écrit, parce qu'il faut rappeler une chose, le film dure 3 heures, il y a des personnages qui n'existent pas, qui sont pas écrits. Donc, Alfred lui dit,
il lui montre là l'énigme, il dit ah oui c'est vrai que je me souviens que moi-même j'avais étudié je sais plus quoi et donc il dit bon bah Alfred il va se charger de tu vois de éluder en fait le mystère. Le message, ouais. Tout d'un coup bah une demi-heure plus tard il y a Alfred qui revient ah c'est bon Michel j'ai résolu le problème ah oui c'est vrai t'étais là toi ah oui t'as résolu donc c'est ça ah oui c'était bateau mon petit filleul il aurait pu en faire autant mais on arrive en 3 heures à oublier l'existence de personnages qui ne sont pas écrits. Le personnage de Catwoman, je trouve que le personnage est très bien. L'actrice elle est vraiment top. Mais il y a un truc, les gars, qui à mon sens ne fonctionne pas, c'est qu'on nous impose, parce que c'est dans la cosmogonie, une relation amoureuse avec Batman. Dès qu'elle débarque, on joue sur cette ambivalence qu'elle pourrait avoir une relation homosexuelle avec sa copine qu'elle veut absolument protéger. Et donc, on joue sur ça. Je me dis, ah, c'est intéressant. Ça, on peut éventuellement dire oui, bah, c'est l'époque qui veut ça. Soit. Peu importe, je trouve que c'est un peu nouveau. Mais, tout d'un coup, ils se retrouvent tous les deux. Tout ça parce que voilà, on est différents dans un monde différent, qu'on a tous les deux des traumas. Toi, tu es Batman, la chance que tu as, c'est que malgré tes traumatismes, tu étais riche, alors que moi, non, j'étais dans la misère. Mais bon, on va quand même s'embrasser parce que c'est comme ça, parce que les spectateurs attendent ça. Ah ouais, mais non, sauf que, en arriver à ça, en 3 heures de film, tu te dis, les gars, qu'est-ce que vous avez écrit? Non mais, moi, il y a un gros problème de scénario et d'écriture. Il y a des personnages qui sont pas écrits, des situations qui sont pas écrites, qui arrivent comme ça sur un... Il y a un personnage à la fin, la nana à la fin, ça doit être la femme du majordome qui lui apprend que c'est trop tard quand le colis a explosé ou je sais pas quoi. On l'a jamais vu avant ce coup de fil là. Je sais plus. Ah oui, d'accord. À un moment donné où il reçoit on va pas tout dire, le colis fiché. Colis piégé. Et c'était très drôle ça de nouveau. Ouais. Non, toi, ton colis fiché. Ouais. Oui. Tu vois? Oui, bah ouais. Voilà, ceux qui ont la ref. Voilà. Oh là là. Bon, tu bref. t'arrêtes plus. Et c'est un personnage, je me rappelle pas l'avoir vu en 3 heures, et c'est elle qui décroche le téléphone. Oui, il faut l'arrêter, etc. Enfin, faut faire quelque chose. Mec, c'est trop tard, ça a déjà explosé, quoi. Non, mais, ouais. Oui, en plus, il part un montage alterné qui est, maintenant je me souviens, qui est vraiment mal foutu, qui est aussi pareil, qui est mal amené. Tu te dis, mais attends, mais il y avait pas moyen d'empêcher ça? Oui, c'est clair. Non, mais, maintenant que j'y pense, je me dis, mais ça c'est pareil, oui, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il aurait très bien pu empêcher, en fait, cette chose-là, que le truc, ouais. Non, mais maintenant, ça commence à me revenir. C'est nul, ce film, j'ai pas aimé. Non. Si, t'as dit que t'avais vachement aimé au début. Au début, mais bon, on peut changer la vie. Tu vois, c'est vrai que c'est important, tu vois, tout ça, parce que ça te laisse, un sentiment un peu mitigé, en fait. On peut pas dire le contraire, tu vois. C'est qu'il y a des choses qui te plaisent, pour tout le monde, je pense. Enfin, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont pas du tout aimé, mais peut-être. Moi, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Non, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des idées. Alors après, bon, ils ont prévu quand même d'en faire d'autres, oui, parce que ça marche, ouais, ça marche bien. À un moment donné, je me suis dit, c'est vrai qu'ils se perdent dans plein d'intrigues différentes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'as le côté, comme tu disais, French Connection, les mafieux, la drogue, qu'on voit pas trop d'ailleurs, hein. À un moment donné, on en parle sans jamais vraiment voir l'utilisation. J'ai dit French Connection? T'as parlé un peu à la French Connection, mais tu parlais... Je voulais dire de conversation secrète. C'est aussi avec Gene Hackman, c'est pour ça, de Coppola. Pardon. Bah, ça, c'était pour la prise de vue, plutôt. Oui, au départ, oui. Non, mais là, il y a l'ambiance, je te dis, de mafia, de drogue, de trucs. Alors, c'est juste parce que c'est une mafia qui vend de la drogue. En fait, c'est plus ou moins ça. Mais c'est des trucs qu'on a, comment dire, moi, j'ai vu beaucoup aussi de ça, comme tout le monde, je pense, dans le Batman de Nolan. Finalement, qui lui, comme tu disais, alors c'était moins gothique, mais il se voulait aussi beaucoup plus ancré dans une certaine réalité, si on se démarque de ce qui était fait avant par Burton, par exemple, tu vois. Et, où du coup on essaye de donner un sens réel, une existence réelle aux équipements par exemple de Batman. Comment est-ce qu'il peut faire ce qu'il fait? Donc on essaye d'aller vers de l'équipement edgy, enfin de l'équipement de pointe, et ça explique voilà pourquoi il a une Batmobile et que Batman il peut être sans pouvoir et pourtant être capable de faire toutes ces choses-là. Comment il arrive à voler? Bon ben on va l'expliquer ça par de la technologie. Tu vois, ce qu'on s'embête moins à faire maintenant, c'est qu'on est venu à quelque chose de plus brutal, plus organique comme la bagnole. Tu vois, ça c'est un truc que je trouve très réussi. Mais t'as cet aspect, donc t'as l'aspect donc Riddler où on fait cette enquête et finalement l'enquête elle est pas géniale parce que comme tu dis c'est un peu cousu de fil blanc, les énigmes sont pas très intéressantes, ou alors c'est un personnage pas vraiment écrit qui vient résoudre les trucs parce que pour avancer dans l'histoire il faut résoudre ce truc. Toute la partie boîte de nuit, pareil, j'ai quand même déjà vu ça, hein, quand Nolan il fait exactement ce truc là où Bruce Wayne, Batman rentre dans la boîte de nuit et se bat avec les mecs en boîte de nuit, et donc même si c'est filmé un petit peu différemment, ça reste des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire dans les films qui ont été faits sur Batman.
Le dernier tiers, moi je sais pas vous, mais alors moi je l'ai mis à part comme dit 2-3 moments où la photo elle est vraiment sympa. Cette partie-là, elle m'a aussi, je me suis dit c'est vraiment en trop quoi. On va rien spoiler, mais même le final, enfin quand il va sauver des gens, il y a de la flotte, il y a les gens qui sont coincés. Enfin, ils ont même pas besoin de lui pour s'en sortir. Le mec, il enlève, je sais pas, il enlève une barre de fer, c'est bon, vous pouvez sortir. Non mais ça va, on se débrouille bien sans toi. On y arrivait très bien. Tu vois, bon, ça c'est pareil, c'est pour figurer l'héroïsme. C'est symbolique plus qu'autre chose. Quoi. Oui, mais c'est un peu ridicule. Ce que j'aime bien, c'est que le personnage de Batman, et ça fait longtemps en fait que j'ai pas vu en fait, mon problème avec les films de super-héros, c'est que je n'ai pas peur pour eux. Je ne crains pas pour leur vie. Jamais. Dans les films de Marvel, tu ne crains pas pour leur vie parce que voilà, ils sont surpuissants. Lui, tu peux avoir peur pour lui. Le mec, il a le vertige. On nous rappelle qu'on est au début, que ça fait 2 ans qu'il est devenu un personnage nocturne qui essaie de se venger. Tout est balbutiant chez lui. Et quand il se bat, des fois, tu te dis, et il se prend des coups, hein. Il se prend des coups. Oui, la première scène était vraiment intéressante. Ouais. Et c'est la première fois, depuis longtemps, je me dis, là, il y a un super-héros qui est en train de morfler. Et il y a des séquences où je me disais, je savais très bien que ça allait pas arriver parce que il y a des problèmes de production qui voudraient que le héros ne peut pas mourir. Mais c'est quand même la première fois où je me disais, je crains un peu pour lui. Bon, Nolan l'avait fait avec Bane et j'avais trouvé ça très intéressant jusqu'à ce qu'il se fasse remettre la vertèbre en place par un mec, lui remettre la colonne vertébrale en place dans un goulag. Non mais tu vois là, j'avais aimé voir Batman se faire briser. J'avais trouvé ça vraiment intense. Mais là, Batman qui est au sommet d'un building et qui doit s'apprêter à sauter et qui le sent pas et qui hésite, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Où le mec il se dit waouh, ok j'y vais. Mais franchement, moi c'est des séquences qui m'ont bien plu. Et Pattinson, il est bien quoi. Le gars il fait le job. Il fait parfaitement le job. Il a pas une musculature à la Captain America. C'est plus la menton, on va dire. C'est sûr que c'est pas la version de Ben Affleck quoi. Ouais non c'est ça. Il a quoi son menton? Il a un menton. Quand je dis c'est un menton, c'est parce que si tu lui mets le masque de Batman, tout ce que tu vois c'est son menton quoi. Et pendant les 3/4 du film, c'est Batman. Alors de temps en temps il parle comme ça, mais il a pas grand chose à jouer. Tu vois. Alors quoi que bon, il y a des moments où il y a des scènes où tu vois quand même qu'il a une certaine intensité. Il est pas trop mal joué. En Pattinson, bon c'est un émo brisé. Il y a une séquence qui est très belle. Bien, mais après la réplique par exemple, tu en parlais, mais Serkis. Moi, je l'aime bien pour plein de trucs, mais en Alfred, derrière Michael Caine, il fait pas le figure. Hein. C'est difficile quand même. Ah oui. Il y a une séquence que j'aime bien, c'est celle où ils sont à l'église là pour les obsèques. Et c'est quand même la première fois parce que à la différence des Nolan et des films précédents, le Bruce Wayne dans ce film-là n'est pas un playboy. C'est pas un séducteur, c'est un mec effectivement taciturne, c'est un mec torturé qui reste chez lui, qui est un homme de la nuit. Là, chez Christopher Nolan ou d'autres, à un moment donné, il sort, il a des pépettes, et puis il fait le malin parce que c'est le beau gosse qui emballe des meufs et qui a plein de pognon. Lui, parce que les restaurants sont à lui. C'est ça. Alors que mode de table. Ouais, c'est ça. Alors que là, pas du tout. La première fois où il s'intègre dans la société pour voir les autres gens, c'est uniquement à des obsèques. Pour te dire à quel point on en est, tu vois, c'est que le mec à quel point il est torturé. Et la séquence à l'église, c'est quand de terrorisme on va dire, je la trouve plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment de la tension et elle est assez impressionnante. Il y a quelques séquences qui sont véritablement impressionnantes. La séquence, moi je pense que vous l'avez tous en tête, le course poursuite avec la bagnole. Ça là, je pense que elle est assez dingue. Elle est assez dingue. Et puis le final, alors bon ça c'était là je spoil rien parce que c'était dans la bande annonce où où lui il marche donc dans un angle inversé où il marche et il se rend vers la voiture où il y a l'homme pingouin et derrière lui ça brûle au ralenti. Ouais, visuellement ça claque. Ça, c'est des séquences qui sont assez chouettes. Mais sur 3 heures, justement, j'ai pensé beaucoup à toi aussi en entendant la BO et la musique de ce film. Surtout très récemment, quand j'ai vu que l'ancien bonhomme qui a fait la musique pour le Batman, donc de Nolan, a été oscarisé. Je pensais à toi. Ah merde. T'en fous peut-être un peu, mais tu dois être content. Et puis, je suis navré. Hans Zimmer. Oui. Ton ami. Oui. Non mais ouais. Mais ça conforte ce que je pense des Oscars. Mais juste pour revenir, parce que j'ai vu. Tu parles de la musique du film là. De Batman, oui. qui est très importante en fait. Que ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, tu vois. Et tu trouves pas qu'elle ressemble à fond à la musique de Howard Shore dans Seven aussi? Il y a pas mal de choses oui, alors il y a forcément il y a ce truc là, mais le gars qui a fait la musique, moi je parle aussi beaucoup, ce qui m'a marqué c'est ces 2 notes
qu'on a justement à l'arrivée du Batman, tu vois. Et à un moment donné, ça m'a presque gêné parce que j'avais tout le temps l'impression d'entendre la marche impériale, tu sais. Et je me suis dit putain, Ça t'a irrité. ouais, tout à fait. Au début, ça m'a irrité, et puis après, bon, je me suis dit mais c'est fort. En tout cas, ça fonctionne, y a pas de souci. Mais le travail de la musique a été fait parce qu'il y a aussi, à la fin du film, je me suis dit bon bah c'est Bruce Wayne, Kurt Cobain. Ah oui, Tu vois, complètement. et je me suis dit ça, et alors bon, moi je suis pas un grand fan de Nirvana, je connais pas très Moi, bien. j'étais un fan hardcore. Mais du coup, donc t'as entendu les morceaux de Ah oui. Nirvana qui sont Bah, ça repris. commence avec Somewhere in the Way. Enfin, j'avais les poils, moi, hein, sans déconner. Justement, parce qu'apparemment, donc le mec qui s'est occupé de la musique, qui s'appelle Michael Giacchino, pardon, il a travaillé ça très en amont. Donc du coup, de la production, quoi. Donc tu te rends compte que effectivement la musique, elle avait une place importante, et justement de la chanson dont tu parlais à l'instant, le Something in the Way, les accords qui sont utilisés, les deux notes qui sont utilisées, il y a le même écart en termes de mesure, si tu veux. Okay. Voilà, que les deux notes qui sont utilisées là. Et ça s'appelle la tierce descendante. Alors je vais pas rentrer dans l'explication parce que je suis incapable de l'expliquer tout seul correctement, même si j'aime bien la musique. Mais il y a un gars qui le fait vraiment très très bien sur internet. Il s'appelle Florent Garcia. Ah oui, il est bon, lui. Et lui, oui. d'habitude, il décortique. Moi, je l'ai regardé beaucoup parce qu'il décortique les styles de guitaristes legend, quoi. Et il explique d'où vient leur style, comment ils font. Il est extrêmement pédagogue, ce garçon. Ouais, il est très il vulgarise très bien. Ah ouais. Moi, je ne joue pas de la guitare, j'y connais que dalle. C'est un plaisir de regarder ses vidéos, ce monsieur. Ouais, c'est vraiment il est classe. très bon. Et là, il explique justement le concept, enfin, comment dire, pas le concept, le travail qui a été fait là-dessus. Et en fait, ces deux notes, donc pourquoi elles nous rappellent énormément la marche impériale? Bah, parce que c'est le même système de tierce descendante qui donne ce côté, bah, justement, impérial, lourd, comme ça, tu vois, qui est limite un peu effrayant, et qui, même tout ça découle de la 5e de Beethoven. Qui fait que tout le monde a déjà entendu, et qui donne justement, dès que t'entends ces premières notes, t'as tout de suite cette sensation, cette couleur très particulière. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo sur YouTube de Florent Garcia où il parle de la musique de Batman, c'est très intéressant. Okay. Et du coup, les notes justement de la zig de Nirvana aussi, elle rejoint cette tierce descendante, et du coup c'est pour ça qu'il y a une vraie continuité, une vraie couleur musicale au film, qui donne aussi énormément de l'impression que tu as cette impression un peu fincherienne aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail technique derrière qui est quand même, je trouve, assez prodigieux. Je trouve sur les 3 heures, c'est un petit peu relou, mais il faut reconnaître que voilà, au niveau de la photo, comme vient de l'expliquer Jules sur les musiques, c'est quand même chouette. C'est pour ça que moi je suis aussi un peu mitigé, parce que j'y allais pas pour le coup en traînant des pieds, parce que j'ai même moi qui est un peu imposé qu'on aille voir ce film-là, même si j'aime pas tellement les films de super-héros. Bah voilà, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Voilà, c'est ce qui m'a plu aussi, moi. Enfin, le Batman, super-héros, c'est pas mon truc, mais ce qui m'a tenu dans ce film-là, effectivement, c'est la photo, les grosses scènes, les scènes d'action, et puis effectivement la musique, quoi. Donc ça va, enfin voilà, ça m'a tenu en haleine, quoi. C'était cool. Ouais, clairement. Vas-y. Non, juste parce qu'il y a certaines choses, la première scène de fight, à la fin de la scène de fight, je me suis dit, waouh, si on a ça tout le film, ça va être pur, ça va être Berserk. Alors, je pense qu'après c'est un peu grand public quand même. Hein. Complètement. J'allais y venir. T'as tout à fait raison. Voilà, donc il peut pas, je pense, aller. C'est comme le Seven. Tu vois ce que je veux dire, quand tu vois la première scène qui est très intéressante, parce que c'est le premier meurtre finalement auquel on assiste. Ça reste toujours un peu caché. C'est jamais en face toujours caméra. Hors champ. Ouais, toujours hors champ. Voilà. Mais il y a des et je me suis dit ouais voilà, est-ce qu'on va aller là, et c'est ça en fait. J'avais un peu trop cet espoir, je pense. Moi aussi. Et après j'ai été un peu déçu en me disant. En fait, il peut pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des impératifs commerciaux, voilà, la prod, des studios qui empêchent de faire ça. Des impératifs horaires aussi. Des impératifs horaires. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Oula! Et puis, du coup, on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est une production Netflix. Ça va être vite vu cette histoire-là. Adam à travers le temps, ou Adam's Project en version originale. Disponible sur Netflix depuis, je sais plus depuis quand, depuis le 2... Depuis le 11 mars. Le 11 mars, voilà. Le 11 mars. Disponible Monde sur Netflix. Une production Netflix comme on les aime. Inconsistante, ouais. Franchement, avec, il y a le Ryan Reynolds avec ses petites blagues à la con, là, il tousse, il pète. Finalement, c'est un film pour lui. Oui, c'est un film pour lui, ouais. Ah ouais, c'est un véhicule pour un. C'est le Ryan Reynolds Universe. Les deux personnages principaux, c'est Ryan Reynolds et lui. Et son, c'est ça, et son ersatz petit. C'est ça, ouais, ça.
Bon, alors moi, il y a des trucs qui m'ont... Moi, Attends, juste avant de commencer, je vais Vas-y, faire le vas-y, pitch excuse-moi, comme... vas-y, Non, pitch, le petit pitch, le pitch. Le pitch. Le Bah oui, ça va faire. donc ça. pitch dans ta poche, vas-y. Donc c'est l'histoire d'Adam Reed, hein, c'est un pilote de chasse qui voyage à travers le temps pour sauver le futur et qui tombe nez à nez, enfin parce qu'il se trompe de date. Enfin il se trompe pas de date, mais bon là. Et il tombe nez à nez devant lui-même à 12 ans quoi. Et ils font équipe pour sauver le futur. Voilà. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Son père Voilà. a inventé le voyage dans le temps et en fait, Voilà, en comme ça va 2018. générer beaucoup de problèmes, Ils veulent détruire. bon, il revient pour que ça se passe pas, quoi. Il veut aller en 2018 pour détruire Voilà. ce truc-là, mais son vaisseau, il arrive en 2022. Ouais. En 2022, il tombe. Et alors que dans tous les films de voyage dans le temps, on t'explique que le continuum espace-temps ne tient qu'à ne surtout pas entrer en interaction. C'est ça. Et là, on Avec te son dit. toit. Et avec ton toit, Mais alors là, c'est le premier truc qu'il fait. c'est clair. Mais et là où Bon, après, non mais là où ils nous c'est prennent pour drôle. des cons, c'est que justement, comme ils le savent, mais Il règle le problème dans le dialogue. Oui, il explique par le dialogue. Ouais, Pour c'est dire, les gars, je sais que vous avez la rêve, je sais que vous avez vu Retour à la futur, donc on va vous mettre ça. Mais du coup, ça n'enlève pas la Ouais, problématique. non, c'est ça, ouais. Ça nous fait juste un clin d'œil complice. Les gars, hein, on sait que vous savez, mais on s'en fout parce qu'on n'a pas d'idée. Et on continue. Donc on C'est continue lourd, comme ça. ouais. Non mais c'est nul. La seule Alors. chose que j'ai aimé dans ce film-là, c'est leur baraque et le lieu où elle est. Dans la Ah ouais, forêt, là. ça, c'est nain, Ah, ça, c'est, bien sûr. ouais, mais ça n'arrive jamais. Personne n'a Oui, une bah maison oui, comme les ça. maisons, bien sûr, les maisons d'architectes En cœur de la forêt. au cœur de la forêt, tout le monde. Tout le monde, y a pas de problème. Voilà, ça. Ah, moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, Ah oui. putain, moi, je me verrais bien habiter là. Bon, le soir, je fermerai tout à double tour. Ouais. Parce Bon, que il j'ai faut peur te goudronner 30 km de route pour que Parce que tu j'ai puisses peur qu'on retrouver vienne la me situation. trucider en pleine nuit, alors qu'il y a ouais. personne dans la forêt, mais dans Oui, mon avec tout le mur du imagination. salon qui est vitré, C'est c'est ça, ouais. pas anxiogène du tout, bien sûr. Donc du coup, ouais, c'est la seule chose que j'ai apprécié. Et le petit, Tête à claque. Alors, ouais, mais je le moi, trouve le- mignon quand même. Je sais bien Ouais. qu'on est un peu à charge toujours sur notre ami Ryan Reynolds et ses films, mais moi son humour fonctionne toujours, ses vannes à la con, elles fonctionnent. Donc ils me font marrer quand même, hein, tous les deux. C'est leur presque du interaction, Patrick Sébastien. et Hein. puis- Quand je pète, je trouve, on se l'est pas. Oui, bah Là, il y a des vannes de pêche. Non, mais là, ça, il, c'est je léger, crois qu'ils ça, tous, c'est ils léger. l'éternuent et ils pètent en même temps. Le timing Bon, un n'est truc pas dans le genre. mauvais. Donc mais- ça Oui, fonctionne. sur un blanc. Hop là. Non, Ah, mais écoute, honnêtement, c'est là où il je te rejoins en fait. C'est que je n'aime pas les films de Ryan Reynolds, mais j'aime bien Ryan Reynolds. J'ai du mal à dire son nom, Mm. mais c'est vrai que déjà je le trouve beau et il me fait marrer. Ah ouais, moi, Ses bien vannes sûr. me font marrer. En plus, avec son air un peu idiot, Mm. il me fait marrer. Mais pourtant, à chaque fois, je me dis, mais gars, fais-nous un bon film. Là, il est mal engagé, hein, parce que là, il est avec son pote Mais il avait Sean pas dit Levy. qu'il voulait arrêter. Mais lui, non, mais lui, il arrêtera jamais. Tant que le pognon tombe, tu penses. Mais là, en plus, là, il a fait cette collaboration avec Sean Levy, qui est devenu son nouveau meilleur ami. C'est déjà lui qui avait fait Free Guy. Free Guy, ouais. Là, ils ont une nouvelle prod en route. Les mecs nous prennent pour des cons. Et Sean Levy, c'est un C'est le mec. titre du film ou... Mais il pourrait. Franchement, c'est it's for you, stupid guy. Si nous font enfin, là où ils nous prennent pour des cons, pardon, je vais taper le micro, c'est que ils nous disent, voilà, les gars, nous, on va vous donner en fait des références. On va partir du principe que ce qu'on vous propose, c'est original, ce qu'ils avaient déjà fait avec Free Guy. Là, c'est pareil. On va proposer quelque chose parce que c'est un Red Notice aussi. ouais. Si c'est pas lui. Ah, ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours c'est prod en fait avec un cahier des charges, mais partant du principe que c'est original. Être original pour eux, c'est-à-dire ne pas dépendre d'une franchise, ne pas être une séquelle, tu vois, d'autres films. Donc pour eux, c'est ça le leitmotiv, l'originalité. Sauf que quand tu regardes le film, il n'y a pas une once d'originalité. On a déjà tout vu en mieux. Là, c'est les productions Amblin. On est chez Steven Spielberg, on est chez Zemeckis. Mais sauf que les gars, bah, ils ont un peu construit leur récit et ils savent mettre en scène. Là, alors, on n'a pas de mise en scène. On a une écriture, on vient de l'expliquer. C'est le niveau 0 de l'écriture, comme dit Roland Barthes. Il n'y a pas d'écriture parce que c'est normal. Parce que les mecs, ils s'en foutent. Ils se sont dit, comme dans les films de super-héros à la Marvel, on n'a pas besoin, on pallie le manque d'écriture par de la référence et par du clin d'œil. Et le spectateur fera le reste dans sa petite tête. Ouais, c'est pauvre. Ouais. Ah oui, non, mais c'est très très pauvre. Et là, ouais, c'est les... Tu l'as pas vu non plus? Si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. C'est pauvre, mais non, je l'ai pas vu, mais c'est pauvre. Non, mais pour revenir. Non, je pense qu'elle rebondissait sur des phrases. Pour revenir sur Ryan Reynolds, moi je l'avais adoré dans The Voices. Je sais pas si vous l'avez vu ce film de Marjane Satrapi. Ah oui, ça Je c'est l'avais bien. adoré Ah dans oui, ce oui. rôle-là de psychopathe qui coupe des têtes de meufs, qui les fout dans son frigo et qui est manipulé par son chat. Classe. J'adorais ce Ah oui, film. oui. Non, ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Ce film est très bien. très bien. Il est très très bien.
c'est oui. C'est le chat qui lui dicte qu'il doit Ah, il tuer, le hein, c'est manipule, ça. ouais. Il parle avec son chat, ouais. Et ce qui est marrant, Ouais, c'est qu'en bon, fait, enfin. lui, il a une vision. T'as raison, on va plutôt parler de ce film. Il a une vision complètement, c'est édulcorant, plutôt magnifique de la vie, avec Oui. plein de couleurs, plein de paillettes, enfin très pop. Et en fait, alors que la réalité est beaucoup plus grise, beaucoup plus terne. Il y a des séquences, parce que c'est drôle, mais il y a des séquences qui te mettent mal à l'aise. Ah oui, À un complètement. moment donné, ouais. dans sa baraque où il habite, où toi, tu vois à travers ses yeux, donc tout est beau, tout est coloré, tout d'un coup, tu te rends compte, mais il y a du sang partout, oui, il y a oui. des cadavres, c'est glauque au possible. Tu dis, what? Et Ryan Reynolds, oui, effectivement, quand il veut, Il est en génial plus, dans ce il rôle. veut. En plus, c'est lui qui a produit ce film-là. Donc, Ok, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc, ce mec-là a quand même une volonté, des fois, de faire des films. Bon, je pense que quand tu sors avec, là, je vais être misogyne. Le cachetonner, je vais être- quoi. Quand tu sors avec quelqu'un qui s'appelle Blake Lively, tu t'es bon pour la garder, faut que je cachetonne, faut qu'il y ait du pognon qui rentre. Donc, tu fais de la merde. Donc là, il enchaîne de la merde, il prend des millions. Ouais. Bon, grand bien le fasse. Mais Mais il sait qu'il fait de la merde. Tu penses qu'il est conscient que les films qu'il fait, ils sont un Je crois qu'il peu... a, il a non. quand même. Alors Ça après, dépend comment on même lui si vend c'est les un- choses, ouais. Parce que même si nous, quand on- il fait Deadpool et quand il fait ses productions avec Sean Levy, je te jure que mais- parce qu'il est producteur hein, et que derrière lui, il a la volonté de faire de proposer un bon produit. Mais D'accord, quand ok. le premier Deadpool sort, il a un petit porte-à-faux avec le reste des super-héros, ce côté où il se prend pas du tout au sérieux. Alors moi j'ai jamais lu Deadpool, donc je sais pas si le personnage est aussi complètement décalé, mais l'interprétation Reynolds que j'ai vue, les premiers Deadpool, moi m'ont fait marrer et je les ai trouvés vraiment sympas. Parce que c'est son humour, et comme je dis, il y a plein d'autres films où quand c'est lui, c'est Seven, je sais pas s'il écrit, il participe beaucoup à l'écriture ou comment ça se passe exactement, mais ça fonctionne très bien, tu vois. Après là, c'est comme tu dis, c'est même le film, je peux le regarder, ce film-là. Le début, quand c'est Ryan Reynolds grand avec le petit, et puis les échanges qu'ils ont, même l'humour au milieu d'une phrase, si c'est comme dit, si dans le rythme, si dans le machin ça passe, moi ça marche. Ouais, ouais. Eh oui, moi ça tu crois que j'ai pas rigolé? Mais oui. Mais forcément je rigole. Moi tout ça me va, même le coup du clin d'œil, du machin. Écoute, c'est quoi En fait, c'est... comme je te dis, je veux bien le regarder sur Netflix. En plus, ce qu'on disait à un moment donné, c'est ça qui est triste aussi. Mais bon, voilà, tout le monde va le mater, on va bien aimer ça, même si la critique derrière, on va dire qu'effectivement, c'est bête à manger du foin, tu vois, et c'est vraiment rien d'innovant. Tu regardes ton truc. Alors après, il y a l'arrivée de Mark Ruffalo et qui joue donc le père. Alors autant dans certains trucs aussi, je l'ai déjà vu jouer vachement bien, notamment à Zodiac ou des trucs comme ça où il peut être très 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 bon acteur. Là, du coup, c'est peut-être, je pense, la direction, peut-être même l'écriture. Ça fonctionne pas. Mais je pense qu'ils sont pas dirigés. Je pense véritablement qu'ils sont en roue libre. mais quand je dis ça, je suis sérieux. Je pense que Sean Levy ne dirige pas les comédiens. Je pense que il fait un véhicule effectivement pour Ryan Reynolds. Il lui dit voilà, tu fais ton truc. Sauf bon, Ryan Reynolds, il joue voilà un gars un peu plus taciturne, mais il reste toujours Ryan Reynolds avec ses vannes. Et aux autres gars, il leur fait roulez. Là, on est en famille. Vous faites comme vous voulez. Et les gars, ouais, ils ne jouent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et franchement, entre une non-direction d'acteur, un non-scénario, une non-écriture, pas de mise en scène, ça fait quand même très faible. Effectivement, il reste des vannes, quoi. Il reste des vannes, c'est toujours sympa à entendre, mais est-ce que c'est du cinéma? Non. Est-ce qu'on en a chose à foutre? Non. Et le problème, c'est qu'on a... Alors, je vais être mauvais, mais sur Netflix, on a quasiment que ça. Ouais, c'est ça, le De truc. temps en temps, on a un Power of the Dog qui est qui est Ouais. sublime. On a quelques prods, parce que voilà, faut juste dire là, quand tu vois aux Oscars, la plupart des films maintenant qui ont été Je voulais nominés. pas en parler. Non, On est obligé. Non, on va pas parler des Oscars. Je vais juste dire que cette année, une fois de plus, on s'est rendu compte que les films qui ont été nominés sont souvent des productions qui sont issues de la SVOD. Pour dire à quel point la SVOD prend beaucoup de place. Donc sur les chaînes des SVOD, il y a des très grands films. Mais est-ce que c'était pas aussi dû encore à une fin de pandémie et tu vois, une distribution un peu difficile en salle, Et ben, le temps que ça reprenne peut-être. je pense, Ouais. on a, C'est lié, hein. Ou est-ce qu'on a vraiment commencé à pense- tourner la page? je pense qu'on a tourné la page. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Je pense que quand je parlais un peu de la mort du cinéma, Oui. où je suis peut-être un peu pessimiste, mais je pense qu'on a véritablement tourné la page. Je le vois avec les gros succès au fait au box-office. Ce sont effectivement des franchises. Les films de super-héros, ce sont les seuls qui font venir du public. Et les studios ne veulent plus prendre de risques pour faire des films un peu compliqués avec je sais pas. Je prends toujours le même exemple. Mais où est Die Hard? Où est Piège de cristal aujourd'hui? Tu vois? Où est un film de metteur en scène, d'auteur de blockbuster oui. aujourd'hui? Je vais faire une mauvaise Ah blague, ouais. mais je l'ai pas fait. Il y a plus ces films-là. Les seuls. C'est pour ça que les cinéastes auteurs vont vers les plateformes de SVOD parce que c'est les seuls qui vont leur permettre
qui vont leur donner suffisamment de budget pour faire ce qu'ils veulent. Et Netflix, quand ils font ça, ça leur permet d'avoir une vitrine à présenter aux Oscars, mais c'est pas ça qui fait rentrer du pognon. Ce qui fait rentrer du pognon, c'est Adam Project, Adam, ouais. c'est des conneries comme ça, c'est le Oui, ça a Red été un Notice. raz-de-marée, je crois, pour les vues sur Netflix. Ah oui. Ce film-là? Ah oui, 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 ça a eu un succès fou. Parce que- Lequel Adam Ouais. Oui, mais c'est non. Comme je l'ai dit, moi, ce Après, ça film, peut être un film aussi familial. Enfin, Oui, et puis Ryan Reynolds, maintenant, c'est son truc, hein. Il Oui. fait des films pour la famille. Ok. Ben merci. On va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer? Julien, je te vois prendre ton coup de cœur en main. Ouais, bah écoute, attends, laisse-moi juste une petite seconde et puis. Ok, alors on passe à quelqu'un d'autre. Non, non. t'as vu comment il est? Ouais, il est terrible. Faut être Alors, c'est un. Prêt quand je décide qu'il faut parler, c'est maintenant. D'accord. Non, allez-y. Bah, écoute, Prends ton temps, donc prends ton temps. vous pouvez le voir. C'est donc un livre un peu particulier que je vous présente ici. Le titre, c'est L'héritier de Dracula. Voilà. Et Donc c'est c'est un livre. particulier, oui, parce que c'est une énigme interactive. Ouh là là. Alors c'est pas tout récent parce que oui, non mais Oui, il est tout content. Mathieu, il est en train de sourire, il est tout content. alors Ah, oh là là. on C'est est à la, interactif. on est, en fait on est à la croisée enfin c'est de la pas de la BD mais du roman graphique et du livre et du La jeu VR. du jeu et De de la l'énigme- VR. du jeu d'énigmes. Ah. Donc en fait, c'est Sam Stoll qui en est l'auteur. Ça a été édité chez Tornade. Alors c'est paru il y a un certain temps parce que ça c'est sorti en 2009. Et donc le principe, enfin l'histoire, pour vous pitcher l'histoire, ça se passe 10 ans après les événements du livre Dracula de Bram Stoker. Donc on va voir de nouveau des crimes un peu particuliers, une disparition d'enfants, et il va être question de comment il s'appelle encore le héros dans le film, j'ai oublié son nom maintenant. Jonathan? Jonathan, exactement, qui, comme il a passé un certain temps quand même chez Dracula, il a été enfermé pendant un certain nombre d'années. Est-ce qu'il serait pas lui-même infecté et devenu un vampire, entre autres? Bref. Donc il y a toute une partie de lecture, il y a aussi des pièces qui sont des preuves, et comme détective, en fait, nous, on va mener l'enquête pour savoir qui est l'assassin de ces personnes. Et donc il faut prendre son temps. Donc il y a toute une partie donc de lecture des personnages qui interagissent entre eux. Donc il y a des preuves qui peuvent être si bien des lettres qui ont été laissées. Il y a aussi un carnet un extrait du carnet justement de Jonathan qu'il écrivait, qu'on C'est beau, voit hein. d'ailleurs dans le truc. Ouais, c'est un Alors bel l'édition brochée est magnifique, la couverture est superbe, les preuves sont vraiment jolies, et tout à la fin du bouquin il y a une enveloppe avec La réponse. la réponse. Voilà, donc c'est vraiment intéressant à faire. Alors après bon, c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes, hein, faut prendre un petit peu le temps de le faire. On peut même le faire à plusieurs. Il y a plein de trucs comme ça, énigmes, qui existent. Il y en a un autre qui a été aussi de la même édition chez Tornade qui s'appelle c'est un truc avec Sherlock Holmes, c'est les crimes du docteur Watson. Voilà. Alors il y a des gens qui disent qu'il est un peu moins bien que celui-là parce que c'était le suivant. Moi je l'avais fait aussi et je l'avais trouvé pas trop mal. L'enquête était vraiment intéressante, mais la résolution était peut-être un peu moins fun. Mathieu, tu peux me... Et du coup, Oui, je vais voilà, passer si le vous livre. si vous aimez un peu les jeux d'énigmes, les trucs Pour comme ça. les auditeurs, c'est l'héritier de Dracula, C'est ça. une énigme interactive de C'est un peu de escape game. Sam Stoll Sam Stoll, ouais, c'est Stoll. ça. Lui, Ah. c'est l'auteur, et donc c'est publié chez Tornade. pour 23 balles. Ça va. Même, alors, à l'époque, oui. Alors, je pense que maintenant, sachant que c'est des choses, après, quand tu l'achètes, c'est le genre de truc que tu fais une fois. Donc, tu peux le trouver sur Internet en ce moment d'occasion. Ah 5 oui, les balles. gens ils le font et Bah, ils ils le le font revendent. et ils le mettent en D'accord. vente, donc ça se trouve assez facilement. Donc ça va aller, ouais, comme je dis, de 5 € à 20-30 € selon. Si tu veux l'édition originale quoi. Ouais, voilà, si tu veux un petit peu, ou même c'est juste que comme je, Aux éditions Tornade. voilà, comme je pense que c'est plus forcément. Ok, C'est un cool. très bel objet. Ouais, Franchement, ouais, merci beaucoup. c'est un beau bouquin et c'est vraiment sympa de faire ce genre de truc. Et puis ça reste dans le monde de Dracula, c'est sympa. Ben, toujours un petit lien. Eleonore Oui, bah, je vais rester dans la thématique. On n'a pas parlé d'une scène dans Nosferatu de Herzog. Il y a une scène assez incroyable
surréaliste de la scène du déjeuner, quand il y a les villageois qui déjeunent à l'extérieur et ils se font envahir par des rats. Il y a une certaine passivité de la part des villageois. Bon, on les sent condamnés. On ne sait pas trop si c'est l'ordre du rêve ou de la réalité. Le dernier repas des condamnés. Exactement. Et à la suite de cette scène, il y a un moment où les villageois se mettent un peu à danser. Il y a aussi une scène où ils se mettent à danser. Ouais. Et moi, cette scène-là, ça m'a fait penser au roman de Jean Telet qui s'appelle Entrer dans la danse, et il y a eu une je connais il y a eu une bande dessinée qui a été aussi pour une fois que je connais quelque chose c'est ça, je peux le dire non, je peux le dire. Non mais dis-le plus fort pour Mike connaît. En plus il est pas strasbourgeois lui. Non, alors il est pas strasbourgeois. Alors ça a été réadapté en bande dessinée par l'histoire à Strasbourg. Richard Guérino, j'y viens. Attends. Oui, c'est bon. Je suis trop content de savoir des choses. Je voulais tout vous dire avant qu'elle le dise. Donc, de notre côté chauvin, effectivement, c'est une BD qui relate l'épidémie de danse qui a eu lieu en 1518 à Strasbourg. Et donc, il était contaminé hier soir. Voilà, cette année-là. Ferme ta gueule, Mike. Maintenant, laisse-la parler. Vous allez laisser. Donc, il y avait la peste, des épisodes de typhoïde, de choléra, de syphilis. Là, il y avait une période de disette, de famine. Il y avait des enfants siamois qui naissaient soudés par le front. Voilà. En gros, Dieu est devenu fou, quoi. Les pires horreurs arrivent, certains ont faim, ils mangent leur bébé, et puis voilà, on sait pas pourquoi. Il y a une femme qui se met à danser, et puis un homme, et puis tout le village se met à danser jusqu'à l'épuisement, jusqu'à se faire saigner les pieds pendant 2 mois, et même certains en meurent. Voilà, donc c'est un délire collectif en fait, une rave party géante dans la cathédrale. Attends, juste, on est d'accord, c'est totalement fictionnel. Non, ça s'est vraiment passé. Non, c'est vrai. Ouais. Ça s'est vraiment passé. D'accord, parce que quand tu dis Telet fait souvent des trucs où il part de faits réels et c'est insane. D'accord. Oui, c'est assez fascinant. Et c'est une chouette BD qui nous plonge dans les rues de Strasbourg et les places de Strasbourg qu'on reconnaît bien, avec ses maisons à colombage et voilà qui retémoigne de cette histoire étrange qui a eu lieu à Strasbourg en 1518. Ok, donc à la base c'est effectivement un roman et là ça a été la version BD quoi. Ouais, et c'est très bien fait. Ah ouais, les couleurs c'est sont beau. très belles et Telet, franchement il écrit des trucs fous comme ça. Ouais. C'est beau. Hein. Et souvent ça part d'histoires vraies. Moi j'en ai Mais il est un de lui où il y en a aussi commencé où au final dans un village français le village est parti en sucette et ils ont fini par bouffer un gars. Ouais, c'était peut-être une autre épidémie, oui. Non, je sais plus ce qui se passe. Non, on y est presque en ce moment. C'est la vindicte populaire, tu vois, mais au fur et à mesure de son petit roman, voilà, c'est ça. Et puis ça. En tout cas, ça a l'air vachement sympa, surtout le fait que ça se passe à Strasbourg, ça doit être fou. Oui, tu reconnais bien les places en plus et tout, c'est vraiment chouette. D'accord. Et puis j'ai un deuxième coup de cœur rapidement, donc c'est L'homme gribouillé de Serge Lehmann. Mike connaît aussi. Non, je plaisante. Donc c'est un roman graphique qui te plonge dans un univers très sombre et pluvieux. Il pleut tout le temps dans ce roman graphique. Et c'est entre le policier et le fantastique. Tout est en noir et blanc. Et en fait l'histoire, donc c'est un monstre en plume avec un masque blanc en forme de bec d'oiseau qui débarque chez Clara et qui en la menaçant de lui rendre un paquet dont elle ignore l'origine. Et il s'appelle Max Corbeau et c'est un tueur qui bouffe le foie de ses victimes. Et donc c'est avec tout un frères Vauber. Peut-être, oui. Hannibal Lecter. Et donc c'est une histoire avec des secrets de famille, des golems. Il y a beaucoup. Enfin, au niveau du graphisme, t'as des nuances de blanc, de noir, de gris. C'est vraiment super bien fait. Et moi, j'adore les ambiances où il pleut tout le temps. En plus, je sais pas pourquoi. Dans les films aussi. Heureusement que t'habites à Strasbourg, du coup, ça tombe bien. Et voilà. Et c'est entre le réel et le fictif. Enfin, c'est super bien fait. Voilà. Ok. Super sympa. Ouais. Bah, je vais passer à mon coup de cœur, ça va être rapide, mais c'est quand même un coup de cœur. C'est un artiste, c'est de la musique, c'est même pas un podcast cette fois-ci. Un artiste que j'ai connu presque par hasard, qui s'appelle Kid Francescoli. Vous connaissez pas? Non, ok. C'est un artiste français qui fait de l'électro un peu contemplatif comme ça, assez planante, avec des clips avec des beaux paysages dans des contrées lointaines quoi. Il fait de l'électro sur des pontons avec la mer devant lui, des couchers de soleil, enfin vraiment très contemplatif. Et je suis tombé amoureux en ce moment de ce style. Comment t'as dit? Kid Francescoli. Francescoli. Et ma chérie écoute ça aussi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que je suis retombé dessus par hasard et puis j'écoute ça dans la voiture en roulant, mais c'est vraiment très chouette. Ah, il a la tête de son nom.
Ah oui, ouais, oui, fais oui, voir. non, oui, c'est sûr. Ah oui, oui. Ah, je m'attendais à autre chose, tu sais. Non, je non, m'attendais mais à ouais. un jeune homme. Non, non, il peut vendre des manteaux dans le sentier. Non, mais c'est vrai. Ok. Non, Francesco, Ali. Tu vois, à un moment donné, quand je l'ai vu comme ça, bon, même si c'est. Ah ouais, d'accord. Ah, il est pas tout jeune, hein, le monsieur. Non, non, quand il est même. pas tout jeune. Donc, ouais, bah, D'accord, vous pouvez ok. écouter ce qu'il fait. Après, ça vous parle ou pas, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Cool. Voilà, Kid Francescoli. Mathieu, à toi, le coup de cœur. Merci Mike. Donc moi j'ai pas prévu de parler de vampires parce que voilà. Juste très rapidement citer Alain Morvan. Alain Morvan, c'est un grand spécialiste de la littérature en fait vampirique et qui a sorti en Pléiade la plupart des grands romans, des grandes nouvelles en fait qu'il a retraduit sur le sujet du vampirisme et sur Dracula en particulier. Donc si vous avez 70 balles à mettre et que vous êtes passionné, en Pléiade, Alain Morvan, moi je l'ai pas acheté parce que j'ai pas les moyens, mais je l'ai un peu survolé. Et apparemment, il a fait une retraduction qui est quand même assez sublime. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur en fait, enfin pas mon coup de cœur, un petit conseil pour prolonger sur l'histoire du vampirisme. Mon coup de cœur en fait, c'est un film. Je me plains constamment et encore tout à l'heure des mauvais blockbusters parce que voilà, on n'a plus de cinéma d'action, on n'a plus de films à grand spectacle. Et quand il y en a un qui débarque au cinéma, je suis content. Et quand c'est notre ami Michael Bay qui fait Ambulance, j'y vais en courant parce que Michael Bay, c'est la certitude de voir des trucs idiots, mais au moins Bien ça filmé. ça va être impressionnant. Et là, une fois de plus, c'est con, mais alors j'en ai pris plein les yeux. J'ai vu des choses que je n'ai encore jamais vues au cinéma. Des séquences qui sont tournées avec des drones. Mais attention, pas des drones à la con, on nous filme juste un paysage. Non, les drones qui peuvent passer sous des bagnoles, qui font des trucs de malade. Je pense qu'il a détruit je ne sais combien de caméras. Parce que, c'est dinguissime. Michael Bay, je considère que c'est un auteur de cinéma. Dans la définition même de l'auteur, c'est-à-dire c'est un mec qui a des thématiques aussi bien visuelles que que narratives ou qui a des thématiques qui reviennent. Il a un petit peu changé quand même son fusil d'épaule, il est devenu disons moins miso, moins phallocrate, comme ça avait pu être le cas encore il y a pas si longtemps où la plupart des films de Michael Bay, t'avais à un moment donné un plan sur une paire de fesses de gonzesse, un plan sur un décolleté, voilà. Il y a plus. Là, il y a même un personnage féminin, c'était une héroïne. Elle est pas juste belle, elle est très belle, mais elle est jamais caractérisée comme étant juste belle. Un objet sexuel, quoi. Pas du tout. C'est elle qui s'est mis au female gaze. on Trop dirait cool. bien. C'est elle qui entreprend les trucs. Elle a pas peur. Enfin, elle est souvent à deux doigts justement de basculer un peu dans la caricature du personnage féminin qui en fait est un bonhomme, mais non. C'est une femme avec ses problématiques de femme, de son quotidien, mais elle veut pas les intégrer dans sa vie professionnelle parce que ça ne regarde personne. Et elle mène le récit accompagné donc par deux comédiens comme Jake Gyllenhaal qui en fait des tonnes, mais il est assez génial dans le film. La comédienne est très jolie. Hein. C'est Elsa, Ah oui. Elsa Gonzalez, c'est ça? C'est elle qui jouait dans Baby Driver. Ouais. Ah, j'étais en train de me demander où je l'avais vu, ouais, d'accord, Ouais. ok. Et le film est assez dingue. Il y a, comme d'hab, parce que c'est ce qu'on attend aussi chez lui, on pense à ce patriotisme exacerbé. Et finalement, Il y a bien un drapeau qui flotte. il y a un drapeau qui flotte, évidemment, mais ça me permet en fait, justement, parce que c'est pour ça que je voulais en venir, de rebondir là-dessus, de se dire que le patriotisme de Michael Bay, il est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait croire. On dit toujours, oui, voilà, il promeut l'Amérique surpuissante, mais c'est pas vrai. Et on le voit encore dans ce film-là, comme dans 13 Hours, qui est, pour moi, à mon sens, un de ses meilleurs films, c'est que ce qu'il défend et ce qu'il aime, c'est effectivement des militaires, ce sont des policiers, ce sont des pompiers, ce sont surtout les gens en fait qui se donnent pour leur pays, et à chaque fois dans le film ils montrent que le pays, Il n'y a pas de retour. il y a pas de retour du gouvernement, il y a pas de retour, que ces gens-là, parce que là dans le film c'est ça, c'est un ancien en fait marine qui par des problèmes d'assurance, il peut pas en fait payer les interventions chirurgicales ou autres pour sa femme. Parce que ces gens-là ne sont pas soutenus. Et ça, c'est un peu son leitmotiv à Michael Bay, qu'on adhère ou pas. Il dit toujours là, il y a des mecs, ce sont des héros du quotidien, mais notre pays et notre gouvernement ne les mettent pas en valeur et ne les défendent pas. C'est quand même assez surprenant quand nous, on a l'image d'un Michael Bay, pro-patriote, on le verrait même républicain, avec un flingue dans la main.
Il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil. Et donc ce film-là, alors et bien sûr, il y a des trucs qui vont pas. Je veux pas rentrer dans les détails, il y a des problèmes de narration, il y a plein de soucis. Mais si vous voulez en prendre plein les yeux, c'est quand même assez dingue. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de montage, comme souvent, enfin de montage non, le montage est excellent, mais je veux dire par là qu'il y a des problèmes de dynamisme. Il y a des fois des moments où il y a des petits ventres mous et le film est un peu long. Ouais, 2h20. Voilà, c'est des fois un peu trop long. Mais très honnêtement, on a rarement l'occasion, depuis quand même un sacré paquet d'années, de voir un tel spectacle visuel, de telle en fait ambition visuelle et de mise en scène au cinéma. Donc allez-y, laissez tomber les a priori et on va en prendre plein les yeux. Je voulais Ça effectivement donne aller envie. le voir, ça donne envie. Ouais, Ouais. j'avais même proposé en coup de cœur, mais Mathieu m'a dit non. Pas en coup de cœur, en actu. Mathieu m'a dit non. Bah, on c'est un aurait- de mes coups de cœur. Non, en fait, Pas c'est- touche. Non, C'était oui. pas touche. Oui, c'est vrai, t'as raison, Mike. Mais tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense qu'on aurait déjà qu'on a un problème de réactivité et on n'aurait pas été réactif du tout parce D'accord. que le Il temps y a que le film. toujours quelque chose derrière qui Voilà. est cohérent dans ses choix éditoriaux. C'est ça. Rapidement, si tu veux, Mike. Oui, On va juste évoquer un événement qui nous a un peu chagriné, un peu embarrassé aussi. C'est la mise en retraite forcée, probable et forcée de l'ami Bruce Willis. Donc vous en avez tous entendu parler. Monsieur âgé de 67 ans, il a atteint d'aphasie, donc il peut pas s'exprimer. Enfin, difficulté pour s'exprimer, pour parler, pour lire, pour certaines choses, pour comprendre, pour se et comprendre. ça et va aller de comprendre mal l'autre. en pis. Voilà, et ça fait apparemment quelques années que ça dure. Je fais partie, j'en parlais tout à l'heure en off, de tous les connards qui ont dit que voilà, Bruce Willis, ça fait des années qu'il fait de la merde, ce qui est vrai. Ces films sont très mauvais, ça n'enlève pas que ces films sont très mauvais, mais en fait maintenant on se rend compte à l'aune de ce qu'on sait que c'était un peu plus compliqué que ça, qu'effectivement il a fait des films pour prendre la maille, il y a sûrement des producteurs et des agents qui se sont rincés, qui en ont un peu profité parce que très souvent il apparaissait à l'écran 2-3 minutes sur des films de 2 heures et qui étaient vendus sur son nom, sur son image. Donc tout ça c'est très triste et on voulait profiter de l'occasion pour rappeler à quel point voilà la carrière de Bruce Willis dans les années 80-90 c'était quand même hyper important. Quand nous on était gosses, notre génération qui sommes nés au début des années 80, Bruce Willis c'était quand même pas n'importe quoi. Exactement. Donc avec des grands films de Die Hard bien sûr, Le Dernier Samaritain que moi je conseille, qui est un super film. Mmh. Donc C'est pas mal celui-là. ouais, aussi. En plus, il joue souvent les keufs, les keufs un peu brisés, alcoolos. Et tu vois. attachant. Ouais. C'est-à-dire qu'on les supporte pas. Ils se font lyncher par leur hiérarchie. Généralement, ils sont à la limite de se faire foutre à la porte. Ou généralement, ils ont plus leur badge et plus leur flingue. Ça, c'est le truc classique. Si j'adore. Donne-moi ton arme et ton badge. c'est ça. Tu sais, t'es plus policier. Ouais. Rentre chez toi. Chez quoi, c'est quoi le problème? Non, c'est comme ça. Ok, ça marche. En fait, 3 semaines chez toi. il Ok. représente en fait le prolo. C'est ça ce que j'aime bien Ouais. chez lui, c'est que même de par son physique, parce qu'il faut quand même rappeler dans les années 80, les héros bodybuildés, c'est Schwarzenegger, c'est Stallone. Il est pas comme ça, il a pas le physique de Van Damme non plus. Non. C'est le flic prolo avec, comme tu dis, les problèmes de couple, les problèmes d'alcool, et tout ça. Même Et- quand il se bat, c'est de la pugilat en fait. Hein. C'est pas de l'art martial quoi. Ah non, c'est du combat de rue. Il t'attrape par les cheveux. Ah ouais, c'est du combat de ce qu'il rue. peut, quoi. T'accroches à ce qui tourne autour. Ah ouais, c'est ça. Et dans Le Dernier Samaritain, c'est un peu, c'est le personnage de Joe Allenbeck, c'est John McClane, mais alors dans le genre dépressif, alcoolique, puissance 1000. Ouais, au fond. Et c'est un super film, c'est un scénario de Shane Black, c'est réalisé par Tony Scott, si je dis pas de bêtises, avec un des premiers rôles de Halle Berry, qui est magnifique dans le film, qu'on voit d'ailleurs, je crois, un peu topless, ce qui n'enlève rien à la qualité du film, évidemment. Non, il y a plein de films qui sont vraiment excellents. Hein. Il y a Le Sixième Sens, Mike essaie de me couper. Ah oui. Non, je voulais lui souhaiter une bonne retraite. Il nous avait fait kiffer, il peut profiter maintenant de l'argent qui s'est Alors, je sais fait. pas s'il et- va beaucoup profiter les prochains Ouais, temps. là, il va pas profiter grand chose, Ah, à mon bah, avis. pour se tous soigner, ses pour oreilles. se Oui, soigner. pour se soigner, ouais. Ouais, profiter pour se soigner, bien sûr. Non, mais effectivement, t'as raison. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas nier que Bruce Willis, pour tous ceux qui sont nés dans les années 80, c'est une icône. Ah bah ouais. Ouais, c'est une référence. Ouais. La 80, il a quand même, il est dans Pulp Fiction. Enfin, ouais. Ah, mais Puis oui. c'est une voix. Bah ouais. C'est la voix de Patrick Poivet chez nous en France. Il y a Hudson Hawk, cambrioleur, que moi j'adore. C'est un film qui m'avait fait rêver quand j'étais Écoute, gosse, moi qui aussi. est complètement Je me dingue. demande si c'est pas un des premiers films de Bruce Willis que j'ai vu sans tout me rendre compte que c'est Bruce Willis Ah ouais. qui est en train de jouer là-dedans. tu vois. Alors que c'est un fou, hein. Le Ouais. film a pas marché. Je pense j'ai cru comprendre qu'il a atteint un certain statut de culte aujourd'hui, mais parce qu'il faut le voir. Hudson Hawk, cambrioleur, c'est un film complètement dingue, complètement fou. Bunny, a bubble. c'est ça. Ah ouais, c'est Quand il jette la balle au chien et Avec que le lui, clébar, il envoie ouais. le truc qui balance les balles. Et jouer avec la musique, c'est I got the power. Bon bref, on va vous faire le film, mais On va clôturer sur ce I got the power. Refait non, on va faire un tour de table d'abord pour dire Pour- quels sont vos films de Bruce Willis préférés. Eleanor. Ah bah Die Hard, Pièce de cristal.
Die Hard. Die Hard, Perdu du cristal, pareil. Est-ce que tu as vu Die Hard, Mike? Parce que Mon voisin le tueur. Ah oui, c'est vrai, il joue dans Mon voisin le tueur. Ouais, c'est pas un de ses meilleurs films. Non, mais voilà. Il y a même une suite, je crois qu'il y en a eu 2. Non Ouais. Ouais. D'accord. Donc Mon voisin le tueur pour Mike, Die Hard pour Eleanor, Jules. Ouais, pareil, bon, les Die Hard, je pense que c'est ce que j'ai regardé le plus de lui. Je les ai vus en boucle, le 1, le 2, le 3, attention, hein. Il y en a eu que 3. Il y en a eu que 3. Déjà que le 2, je le mets entre parenthèses, mais il y en a eu que 3, on est d'accord. Dans le premier est un chef-d'œuvre que Mike va voir pour la première fois ce soir. Die Hard. T'as jamais vu Piège de cristal? Si, bien sûr. Si c'est pas le cas, c'est que t'es viré. Bon, Non, c'est non, ton non. émission, mais t'es viré. Non, mais je l'ai vu, Piège du cristal, je n'ai plus aucun souvenir, mais si, ça se passe dans une tour où il y a une bombe et Il y a un truc- grand Ah, méchant. voilà. C'est pas ça? Oh Si, là. Il y a un méchant et il faut sortir. Attends, c'est un film d'action où il y a une bombe et un méchant. C'est vraiment Au hasard, hein, je dis ça, mais un bon. Et il tire dessus avec des pistolets. Sur tout cette ça. moquerie. Non, mais il traîne dans des souterrains comme ça avec son Marcel blanc et tout. Mais oui, qui vient qui ne, ouais. Enfin, Oui. dans- Mais j'ai l'affiche, Dans des j'ai tunnels. l'affiche devant les yeux là. Mm. Je vois. Il s'éloigne pas, ou un truc dans le genre, non? Non, mec, laisse tomber, parce que là tu t'enfonces. Là, on est en train de perdre des auditeurs. Les auditeurs fans de Bruce Willis et surtout du cinéma d'action de Die Hard sont en train de dire, ouais, mais là, ça Alors lui, c'est un ego. Tu sais, On ce va qui est marrant écouter aussi quelqu'un avec, d'autre. Ce qui est fou avec Bruce Willis, c'est que quand tu mates quand tu mates sa filmo, tu vois, là, j'essaie de regarder un peu et je me rends compte qu'il a fait tellement de trucs. le problème, c'est que ces dernières années, il c'est en a fait complètement aussi ouf. beaucoup. Là, quand on sait que cette année, il y a à peu près une vingtaine de productions qui vont sortir, il y a quand même énormément de VOD, SVOD, là, depuis quand même 10 ans. C'est très compliqué. Mais si tu regardes, les années 80 et 90, c'est quand même dingue. Écoute, là je vois la liste, ça commence dans les années 80, donc là si on regarde rapidos. Rapidos. Hein. Non, mais, on en est à ce point-là ou comment ça se Oui, passe? on en est à ce point-là. Il a un déjeuner. D'accord. Ouais, il y a le Bon, bûcher bref, des vanités ouais, qui a c'est- triomphé. On l'a connu avec la série Clair de Lune. En fait, quand il commence, c'est principalement avec des comédies. Il est pas associé au cinéma d'action. C'est pour ça que quand il débarque pour Die Hard, on va pas L'armée faire... des 12 singes. Ah oui, Ah l'Armée oui, des mais singes. carrément, Ah oui, Voilà, mais mon oui, je pense préféré. que je vais mettre Exact. celui-là. T'as pas vu l'Armée des singes? Mon préféré. L'Armée des singes, c'est un super film. Avec Si, Brad je l'ai Pitt, vu, oh là là. Ok, non, moi, j'en ai Donc, un film- ras-le-bol de cette mise au pilori. Pilori. Bon, je crois que Mike a raison. On va conclure là-dessus. Donc, hommage à Bruce Willis. Tu vas nous manquer même si t'es pas mort. on est fan. On a aimé tous tes films. Bah, tous tes films qui ont bercé surtout notre enfance dans les années 80-90. Ça, c'est sûr. Et de ton passage dans Friends, il était exceptionnel. D'accord. oui, si tu le dis, si tu Écoute, le dis. il a pécho Rachel. Il a c'est tout ce que pécho je veux dire. Rachel. C'est vraiment, là, après ça, il peut mourir. Enfin, il peut se... Merci de nous avoir écoutés. Alors, un peu de teasing. Dans 2 semaines, on fera On n'est plus là. Mike sera peut-être pas plus là, ou quelqu'un d'autre prendra le relais. On fera une émission spéciale sur Psychose d'Alfred Hitchcock. Exact. Bien sûr, il y aura aussi des actus, mais ce sera l'occasion de traiter à nouveau d'un film d'Alfred Hitchcock et un film matriciel pour tous les thrillers et les films giallo à venir et les cinémas des slashers et compagnie. Donc Psychose, soyez au rendez-vous dans 2 semaines. Ben, enfin, quel teasing de Oh là là, dingue. des bisous, Ouais. il y a plus que ça. Il y a juste à faire des bisous à tous nos auditeurs. Bisous, bisous. Et puis on vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On vous demande si vous voulez bien sûr, de noter, commenter et partager l'émission, celle-ci qui va sortir et puis les autres toutes les d'avant. Et puis voilà, vous pouvez vous faire un marathon la nuit américaine. C'est plus de commence à 60 faire heures long. d'enregistrement. Plus de 60 heures d'enregistrement. Enfin voilà. En tout cas, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de nous écouter dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous, ciao.